messieurs, bonsoir. Ravi de vous accueillir à la Villa Hispanica pour cette conférence du mois de décembre. Comme à notre habitude, on vous annonce un petit peu les différents événements qui vont se dérouler à la Villa. Je rappelle qu'on a fait le compte et on a notre assemblée générale au mois de janvier. Il y a 42 événements et journées à la Villa Hispanica. Ça fait quand même pas mal par an. Donc il y a énormément d'activités qui se déroulent ici. Et dans le cadre de ces activités-là, il y a 8 conférences sur l'année qui se déroulent un dimanche par mois. Et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui la conférence de décembre, dont je parlerai juste après. Je vous présente la conférence, comme je le fais toujours, de la prochaine conférence, qui aura lieu non pas en janvier, parce qu'en janvier c'est relâche, il y a eu les fêtes, on a besoin de se reposer. Donc c'est en février, ce sera le dimanche 9 février, et c'est la présentation, en fait, il y a toujours une activité en collaboration avec la bibliothèque de Coni. Cette fois-ci, c'est la présentation d'un roman qui est vraiment très intéressant, un roman policier psychologique de Stéphane Lamouille, qui est un ancien conisard, qui maintenant vit en Savoie, et qui a écrit un roman qui s'intitule « Parfum de mystère en Beaujolais ». Voilà. Et ça se déroule en effet en 2 vignes qui a du Coni, l'Asna, de Nicée et les Crues. Voilà. Des trucs pas nets. Voilà. Des trucs pas nets. C'est un roman policier. C'est pour ça qu'il est parti. Voilà. C'est pour ça qu'il est parti peut-être. Voilà. Et autre activité, vous savez que nous avons la crèche et elle a été inaugurée hier. Ça fonctionne très bien, aujourd'hui plus de 80 visiteurs, ce qui est pas mal. Et puis surtout une visite exceptionnelle qui nous a été annoncée à 9h et débarquée à 11h, puisque France 3 est venu pour faire un reportage sur la crèche et sur la Villa Hispanica, qui passera dans un des journaux de 19h15 en régional, à partir de demain soir, on ne sait pas quand, mais dans la semaine. Voilà. Donc non, ils n'avaient pas le temps de monter, de faire un montage. Et donc, ravi pour la conférence de décembre. Ça a toujours été en décembre un vigneron et surtout, nous avons souhaité systématiquement mettre à l'honneur des jeunes vignerons. Donc, il y a eu l'an dernier Benoît Marchand, il y avait eu auparavant Maxime Trancy, et puis cette année, donc, c'est Baptiste Carreau. Et on attend toujours que ce soit des jeunes vignerons, mais il y a quand même une petite production à nous présenter, puisque la conférence, vous allez la voir, est une conférence, non seulement conférence, mais conférence dégustation. Donc elle va être jalonnée, c'est pour ça que vous avez déjà un verre en main d'une dégustation. Vous allez déguster 3 vins de Baptiste, et ces 3 premiers vins, puisque ça fait 2 ans que tu as pris la succession de tes parents. Donc ravi d'accueillir Baptiste Carreau ici pour sa conférence. C'est sa première conférence. Donc ici, comment mettre à l'aise? Il s'inaugure dans les conférences, donc n'hésitez pas, un max de questions au fur et à mesure et même à la fin. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde, merci pour votre présence. Donc effectivement, comme l'a dit Philippe, bon, beaucoup me connaissent, mais il y a quand même quelques personnes que je ne connais pas spécialement. Donc Baptiste Carreau, je me suis installé sur la commune de Coni en janvier 2023, donc à la suite de mes parents qui sont partis en retraite. Ils ont fait leur dernière récolte sur le millésime 2022. Donc voilà, il y en a beaucoup parmi vous qui sont déjà venus au domaine, qui connaissent un petit peu. Maintenant, Philippe m'avait contacté pour la thématique de présenter une conférence sur être jeune vigneron à Coni. Moi, je l'ai fait avec mon point de vue, mais ce que je pensais qu'il était nécessaire de dire. Ça n'empêche pas qu'effectivement, à la fin, comme le disait Philippe, il y aura un échange, il y aura des questions. Il ne faudra pas hésiter aussi à les poser en cours de diapo si vous pensez qu'elles sont utiles à l'instant T. Mais après, voilà, il y aura un temps de questions, un temps d'échange à la fin de la petite conférence. Il a dit aussi qu'il y aura effectivement 3 vins à déguster qui sont donc mes premiers vins, donc mon premier vin blanc, mon premier vin rouge de garde, et également un produit qui marche de plus en plus, c'est une méthode aromatique qu'on fait sur un pétillant rosé à base de gamay. Donc c'est un produit assez sympathique, assez décalé, et qui correspond aussi un petit peu à ce que je souhaite faire à l'avenir. Voilà. Donc merci encore, et puis j'espère que ça va vous plaire. Je suis assez à l'aise dans les vignes, un peu moins avec un ordinateur, mais encore moins pour parler devant des gens. Il faudrait être un petit peu indulgent si par moment je perds un peu mes repères. Voilà. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, ça c'est la partie accueil, on va dire. Voilà, il y a l'habitation de mes parents, mais aussi dans le même bâtiment, il y a tout ce qui est cave de dégustation, là où on fait nos portes ouvertes et tout. Donc c'est assez sympathique. On fait aussi nos repas portes ouvertes, puis tout au long de l'année,
On accueille des gens qui nous appellent ou qui nous appellent pas. D'ailleurs, si on est présent, tant mieux. Sinon, c'est mieux de passer des fois un petit coup de fil. Mais voilà, c'est là où globalement tout se passe. Les bâtiments d'exploitation sont juste à côté aussi. C'est un beau petit cadre pour travailler, on va dire. Donc très rapidement, un petit sommaire de comment va se passer un peu la conférence. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter très rapidement mon parcours, plus ou moins scolaire et un peu professionnel, surtout professionnel aussi. Pourquoi je suis arrivé à faire ça, quelles sont mes intentions pour l'avenir aussi. Enfin, pourquoi, c'est surtout qu'est-ce qui m'a décidé à le faire. Effectivement, quand on est à 6 mois, 1 an, 2 ans de s'installer, on se pose énormément de questions. Et c'est pour ça aussi, ça rejoint un peu plus le côté jeune vigneron, pourquoi on le fait et pourquoi on peut aussi des fois ne pas vouloir le faire. Parce qu'il y a quand même beaucoup de contraintes. Après aussi une brève présentation de l'outil de travail, donc tout ce qui est les bâtiments, les vignes, avec quoi on travaille, quel matériel un petit peu. Ce sera très bref aussi, je ne vais pas rentrer non plus dans des détails trop techniques. Après, s'il y a des questions, j'essaierai d'y répondre. Pas oublier que je suis assez novice dans la matière, j'ai que 2 ans d'expérience, donc ce sera peut-être des questions un peu trop compliquées. Si je peux y répondre, j'essaierai, mais voilà. Ensuite, du coup, les problématiques rencontrées, ça c'est vraiment plus le côté pré-installation, où il y a vraiment beaucoup de travail. C'est une grosse charge de travail, surtout quand je me suis installé, j'avais encore un emploi, même un double emploi, et j'ai dû arrêter un peu avant pour faire mes stages d'installation et autres. Donc voilà, quelles sont les problématiques rencontrées avant et pendant aussi l'installation. Malheureusement, ça ne s'arrête pas une fois qu'on est installé. Quelles sont mes satisfactions au bout de mes 2 premières années d'exercice, on va dire. Il y en a quand même, il y en a beaucoup d'ailleurs, heureusement. Après, donc c'est vrai que ça a été un petit peu modifié aussi au fil de la préparation. Le résultat d'une année de travail, j'ai mis les 20. Donc en fait, ça c'est quelque chose qu'on va plus ou moins faire au fil de la présentation. Donc il y aura une dégustation de blanc assez rapidement, une de rouge au milieu de la présentation, et puis le pétillant rosé, on verra quand est-ce qu'on le fait. Philippe décidera plus ou moins. Et ensuite sera venu le temps des questions, le temps d'échange aussi. Puis là, ce sera à vous de jouer un petit peu et moi j'essaierai de répondre. Tant bien que mal, mais j'essaierai. Voilà. Donc, très brève présentation de mon parcours. Bon, bac général en 2009, ça je l'ai marqué parce que c'était aussi utile de le marquer que de le passer, je trouve. Donc c'était pas très utile. Maintenant, mon bac général, effectivement, il ne me sert à pas grand-chose. Parce qu'après, je suis parti faire sur un BTS technico-commercial, donc c'est vrai que ça m'a permis d'aller tout de suite sur un bac plus 2, donc c'est pas forcément le plus important dans l'histoire. Après, c'était un BTS technico-commercial spécialisé en boissons, vins et spiritueux. C'est un BTS qui se fait sur 2 ans avec une alternance. L'alternance, je l'ai fait certains connaissent peut-être, la Cave du Moulin à Villefranche-sur-Saône. C'est une petite boutique où effectivement il y a plusieurs vins de France. Maintenant, il y a de la bière, il y a des whiskies, il y a vraiment de tout. Ça s'est bien développé aussi. Ensuite, à la fin de mon BTS, j'ai choisi de faire un peu le feignant entre guillemets parce que je suis pas resté très longtemps sans rien faire. Mon BTS étant fini au mois de juillet ou au mois d'août, je ne sais plus trop, enfin mon contrat d'apprentissage. J'ai pas renouvelé tout de suite, j'ai pas recherché de travail tout de suite. J'ai préféré rester un petit peu avec mes parents pour leur donner un coup de main pour les vendanges, ce qui a été fait. Et finalement, après, quand les vendanges ont été finies, les vinifications aussi, il a bien fallu que je refasse quelque chose, parce que mes parents n'allaient pas me garder tout le temps à la maison sans que je fasse rien. Donc au mois de novembre 2011, je suis retourné voir mon ancien employeur qui m'a embauché en CDI. Donc j'y suis resté de 2011 à fin mars 2014. À la suite de quoi, mon patron m'a proposé de prendre en charge un magasin qu'il avait à Massieux, donc dans l'un à côté, après Trévoux, entre Trévoux et Genève en fait. Et c'est là-bas vraiment que je suis resté le plus longtemps, j'y suis resté 8 ans, enfin quasiment un peu plus de 8 ans. Donc en tout, c'est vrai que si on prend mon apprentissage plus la fin de mon contrat qui court jusqu'en juillet 2022, je suis resté là-bas un peu plus de 13 ans en fait. Donc c'est vrai que j'arrivais un peu à avoir fait le tour de la question. Le contact avec les clients, c'était très sympathique, j'aimais beaucoup les clients, puis vraiment il y avait à la fin c'était même devenu plus que des clients, il y a certains pour qui c'était des amis et autres. Mais voilà, 1 an avant la fin de mon contrat, il était venu le temps pour mon père de prendre une décision sur son activité. Il avait déjà l'opportunité d'arrêter sur le millésime 2020. Il a fait une dérogation pour continuer 1 an de plus. Bon, avec la MSA, ça, je ne me suis pas encore trop posé la question parce que je pense que la retraite, il vaut mieux que je l'oublie pour un certain temps. Donc il a choisi de recontinuer 1 an de plus parce qu'il m'avait proposé de reprendre en 2021. Mais bon, à l'époque, j'étais encore sûr de rien. 2022, j'étais sûr un peu plus, mais voilà, c'était trop tard.
Parce que vous allez le voir après, je vais l'expliquer un petit peu. Il y a un parcours à l'installation, dans mon cas en tout cas, qui est assez long et assez fastidieux. Donc du coup, il a fait tirer jusqu'au millésime 2022. 2022, dernier millésime, il a pris sa retraite. Et il était venu pour moi le temps de m'installer du coup au 1er janvier 2023. Mais sachant que l'installation avait quand même commencé un petit peu avant, sur l'idée, sur le parcours d'installation et autres. Donc voilà, ça on va en revenir un peu plus en détail, mais sur la prise de retraite de mon père. En septembre 2022, du coup, il a vinifié ses dernières cuvées, comme vous pouvez le voir sur la photo. C'était un sacré soulagement. D'ailleurs, je crois que certaines personnes l'ont relayé dans le progrès, je crois. Donc voilà, ça c'est un peu le côté humoristique. Puis bon, c'est vrai que c'était pour lui une sacrée fin, parce que je suis un petit peu ému quand même. Ouais. Un bon coup. Ouais, c'est non, pour lui c'était un sacré moment, parce que bon, il a fait ça pendant toute sa carrière. Et enfin, voilà, je vais pas y arriver. Excusez-moi. Oui. Ouf. Donc voilà, du coup il a fini en 2022. Pour lui c'était assez compliqué aussi, parce que étant donné qu'il avait fait ça toute sa vie, qu'il avait lui aussi repris à la suite de ses parents, de ses grands-parents, ça a été vraiment un choix assez difficile pour lui aussi. Bon, après, à l'époque, il avait 62 ans, donc c'était aussi le moment de s'arrêter et puis de prendre un peu de recul. Là, ça y est, je sais plus ce que je dois dire. Merci. Mais voilà, du coup, en fait, lui ayant pris sa retraite en 2022, moi, il m'avait proposé bien avant. Donc, déjà, comme je vous avais dit, sur le millésime 2021, j'aurais peut-être pu. 2022, j'aurais peut-être pu aussi. Mais il y a un parcours d'installation, en fait, quand on a passé un BTS, ça y est, je reprends un peu le fil du truc, quand on a passé un BTS agricole, on a des aides de la région, des aides du département, enfin de la France même en fait, mais qui nécessitent beaucoup de préparation, beaucoup de travail en amont sur des stages d'installation, sur des journées de formation. Donc c'est vrai que ça a été très compliqué aussi, parce que moi je devais jongler entre mon emploi, un autre travail que j'avais le lundi. Donc à la fin, le travail du lundi, je l'ai arrêté parce que je ne pouvais plus abonder de partout. J'ai quand même gardé mon travail que j'avais à la cave du moulin, parce qu'à l'époque j'étais encore j'étais encore chez eux du coup. Et à la fin, en fait, je voulais faire tirer jusqu'à la fin de l'année 2022 pour vraiment finir une année, pour pas partir en cours de route. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'étais obligé d'arrêter avant. Résultat, début d'année 2022, donc je donne ma lettre de démission à mon patron, qui l'a très bien pris, qui l'a compris. Et en fait, il m'a même encouragé à le faire, parce que pour lui, ça paraissait logique, pour moi aussi, mais c'est peut-être pas tout le monde qui aurait pu comprendre, mais lui, il a bien compris. Donc j'arrête en juillet 2022, donc après je m'installe, je recontinue aussi un petit peu mes formations qui sont assez longues, assez parfois ennuyeuses, parce qu'il y a des choses qu'on ne voit pas toujours très utiles sur l'instant, mais qui le sont effectivement un petit peu plus tard. Et en fait on avait dans le cursus pour l'installation, j'avais 2 mois de stage à faire, parce que même si j'avais un BTS agricole, ils considéraient que c'était pas non plus, vu que c'était un technico-commercial, ils considéraient que j'avais pas assez d'expérience, ce qui était vrai, mais j'en ai toujours pas assez d'ailleurs. Heureusement, très honnêtement, qu'il y a mon père qui me suit au quotidien. Et j'avais un stage de 2 mois à faire, donc je l'ai fait chez la famille Troncy à Cogny, que je pense beaucoup d'entre vous connaissent aussi. Je les remercie encore parce que c'était très très sympa. Donc le stage fini, et après l'installation officielle au 1er janvier 2023. Bon, l'installation officielle, parce que officieusement j'avais déjà commencé à travailler pour moi dans les vignes bien avant, parce que la taille peut commencer au mois de novembre. Donc j'avais commencé un petit peu avant d'être installé, on va dire, oui. Donc ça, plus le stage, plus autre, ça a été une période un peu compliquée. Donc voilà. Aujourd'hui, j'ai d'autres problèmes, mais voilà. Donc ça, pour tout ce qui est un peu la prise de retraite de mon père et le choix à faire, je pense que j'ai à peu près tout dit. Enfin, j'espère avoir été assez clair entre le moment où j'arrivais plus à parler et le moment où j'y arrivais. Voilà. Donc après, qu'est-ce qui m'a amené à faire ce choix? Donc effectivement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis resté 13 ans dans la même entreprise, à faire sensiblement le même travail tous les jours, c'est-à-dire réceptionner des marchandises, les mettre en rayon, recevoir des clients, les conseiller, encaisser. Et c'était un petit peu répétitif à la fin, même si c'était un métier passionnant aussi, parce qu'effectivement ça m'a permis de voyager un petit peu, d'aller goûter des vins, de goûter des vins même sans aller voyager d'ailleurs, de goûter des vins de toute la France, de toute région, du monde entier même, des bouteilles de vin que je pourrais aujourd'hui plus accéder, mais voilà, il y avait quand même un besoin de changement, de s'oxygéner la tête, et puis c'est vrai que j'ai quand même été toujours, depuis petit, baigné dans ce milieu de la vigne. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand j'ai des vendangeurs qui viennent, maintenant ça me fait bizarre, parce qu'il y a des vendangeurs qui venaient il y a 15 ans, 20 ans, j'étais comme ça, maintenant c'est moi qui les fais venir pour travailler pour moi, qui les embauche et tout, donc c'est un peu étrange. Mais quand on me demande, les vendangeurs, quand ils me demandent depuis combien d'années je vendange, honnêtement je suis même incapable de leur dire une année, quoi, en fait. C'est depuis
tout petit que je vais dans les vignes, que j'accompagne mes parents, donc c'était vraiment aussi une nécessité de revenir un petit peu à la terre et voilà, de perpétuer ce patrimoine familial, parce que du coup moi je représente la 4e génération, c'est-à-dire que mes arrière-grands-parents étaient déjà vignerons, même à l'époque si c'était des toutes petites exploitations, puis c'était des exploitations un peu multiculture, on va dire, ils n'avaient pas que de la vigne, ils avaient des bêtes, ils avaient des vaches, il y avait vraiment de tout, quoi. Ouais. C'est aussi un sacré défi à relever, parce que mine de rien, même si j'ai toujours été dans les vignes, être dans les vignes un jour par semaine, ou même 3 semaines par an, parce que je prenais mes vacances pour faire les vendanges, je prenais mes vacances pour aider mon père à tailler, faire ça et être tout le temps dans les vignes et en vivre, et être seul au milieu d'un hectare de vigne ou 2 hectares de vigne, à l'année, au quotidien, c'est déjà un peu plus compliqué. Des fois, bon, j'avoue qu'on est un peu perdu dans l'ensemble. Mais voilà, c'est un métier passion, et ça me passionnait depuis pas mal de temps. Donc c'est vrai que c'était pour moi l'occasion de perpétuer ce patrimoine, de rester sur mes valeurs aussi un petit peu. Et puis après, il y a le savoir-faire, les traditions, enfin j'entends par là beaucoup de choses. Ça peut être la vie du village, enfin la nuit des rosés, les Beaujolais nouveaux, les portes ouvertes qu'on fait tous les ans chez mes parents qui rencontrent beaucoup de succès. Malheureusement, il y en a de moins en moins parce qu'il y a de moins en moins de vignerons. D'ailleurs, Philippe Merlot, tu vas être bien embêté pour les prochaines conférences. Si tu cherches des jeunes vignerons, je pense qu'il va falloir que... il va falloir que tu t'y mettes un petit peu, Philippe. Oui, alors. Non, c'est vrai que c'est un gros problème. À la fois, c'est peut-être aussi une opportunité, malheureusement. Parce que c'est vrai que le fait qu'il y ait de moins en moins de personnes qui s'installent, bah, ça laisse aussi peut-être un peu plus de place aux autres. C'est malheureux de dire ça, mais je pense qu'aujourd'hui, on en est là. C'est aussi ce qui s'est passé un petit peu dans les débuts des années 2000. En fait, il y a eu un gros écrémage sur la commune de Cogny, notamment. À l'époque, si je dis pas de bêtises, ce sont des chiffres qui seront à vérifier aussi, mais il me semble bien qu'au début des années 2000, fin des années 90, il y avait un peu plus de 200 hectares de vignes de plantés sur la commune de Cogny. Aujourd'hui, on en est péniblement à 65, je pense. Donc ça fait 2 tiers des surfaces de vignes qui ont disparu. C'est des chiffres un peu à la louche, mais je pense que je suis vraiment pas très loin de la vérité. Et donc c'est vrai que dans le processus aussi de se dire pourquoi est-ce que je veux faire ça, je me suis dit ça va encore en faire 10 de plus qui vont disparaître. Parce que mon père avait 10 hectares de vignes, moi j'en ai quasiment autant maintenant. Un peu plus de 10 hectares, mais voilà, pas bien plus. Et quand on rentre dans ce processus, à se dire est-ce que je dois le faire, c'est vrai que ça rentre en compte aussi, oui. Et puis je trouve aussi que ça aurait été dommage de ne pas essayer, comme me l'a souvent dit Monsieur Berthier, qui est juste au fond. Voilà. Donc j'ai essayé, et au bout de 2 ans, bon, ça va, voilà, on prend le rythme, on arrive à perpétuer un peu ces traditions. Je pense aussi qu'on a une région avec un fort potentiel, très sincèrement. C'est vrai que quand on en parle, encore hier et ce matin, j'étais sur un salon dans la Bresse, beaucoup de gens connaissent très peu le Beaujolais. Beaucoup de gens le connaissent parce qu'ils en ont entendu parler à la radio, à la télé, et quand je vous dis ça, souvent ils n'en ont pas entendu parler en bien, parce qu'ils se sont arrêtés à l'image du Beaujolais nouveau, où les journalistes sont réputés et qui disent n'importe quoi, enfin surtout n'importe quoi. Donc quand on leur en parle, c'est vrai qu'on a quand même une région avec du potentiel, et moi je me suis dit, pourquoi pas essayer justement d'aller voir un peu ces personnes, et de leur dire, bah non, faites l'effort de venir chez nous, venez visiter, voyez nos belles maisons, voyez nos vignes, voyez que le Beaujolais n'est pas plat, voyez que c'est quand même aussi un peu vallonné, qu'il y a un peu de tout. Donc ça aurait été dommage de ne pas essayer. J'ai essayé et j'en suis aujourd'hui assez content quand même. Voilà. Est-ce qu'il y a des petites questions déjà sur ce point-là ou... Du terrain, qu'est-ce qu'ils ont cité des vignes? Ils les ont arrachés? Alors, oui. Alors ça c'est une obligation du coup quand... alors c'est une obligation quand une exploitation arrête, elle propose ses vignes. Je ne vous cache pas que au début des années 2000, des vignes, il y en avait beaucoup trop sur le marché, pour faire simple. Donc effectivement, il y en a beaucoup qui ont été arrachés, mais ça c'est une obligation de les arracher. C'est un organisme qui gère ça. Malheureusement, il y en a beaucoup qui ne le font pas, qui n'arrachent pas leurs vignes, parce qu'après ça peut amener beaucoup de problèmes. D'ailleurs, c'était pas prévu, mais du coup les vignes non arrachées, c'est un gros problème actuellement, parce qu'elles ne sont pas contrôlées en fait par certains organismes, notamment la Frodon, qui est un organisme qui gère la propagation, surtout de la flavescence dorée. En fait, c'est un contrôle qu'on fait tous les ans. Donc on a, par tranche de 4 hectares de vignes qu'on exploite, on a une demi-journée de prospection à faire dans les vignes, pour aller voir si les vignes ont des symptômes, si elles sont contaminées, si elles sont fortement contaminées ou très peu contaminées.
Et le souci de ces vignes, c'est qu'elles sont considérées comme non productives, donc pas signalées à ces organismes, et elles ne sont pas contrôlées. Par contre, ça peut toujours être des foyers pour ces insectes, pour les maladies qui peuvent... voilà. Et donc c'est un peu compliqué. En ce moment, la flavescence dorée, ça s'est calmé un petit peu, je trouve. On n'a pas encore eu les chiffres officiels, mais ça s'est calmé un petit peu à une époque où il y a quand même eu dans des régions un peu vers le Cognac, Beaujolais un petit peu, mais il y a eu... en fait, dès qu'ils considèrent que les parcelles sont contaminées à plus de 20%, c'est arrachage obligatoire. Donc 20%, c'est sûr que de toute façon, ça fait déjà beaucoup. Donc c'est des sables qui sont improductifs, qui ne produisent plus rien. Et en fait, il vaut mieux les arracher parce que ça peut contaminer le reste et ça peut contaminer chez les voisins. Et après, ça peut... On n'en est pas au point du phylloxéra, mais c'est sûr qu'il était temps de réagir et de faire quelque chose. Du moins essayer de faire quelque chose, parce que ce qu'on fait pour l'instant, c'est de la prospection. On fait des traitements préventifs. Donc c'est des insecticides. Ça, c'est des insecticides obligatoires. Même les vignerons en bio sont obligés de le faire. Bio, HVE ou conventionnel, enfin tout le monde est à la même enseigne, là-dessus il n'y a aucune exception, pour justement essayer de protéger un peu le vignoble. Donc c'est vrai que c'est... Là quand on se demande pourquoi je dois faire ça, effectivement ça rentre un peu en ligne de compte, mais de l'autre côté, oui. Donc il y a pas mal de soucis aussi à ce niveau-là, oui. Mais du coup, oui, sur les vignes arrachées, effectivement, c'est devenu soit de la prairie pour répondre à la question, parce que j'y ai toujours pas répondu. Donc c'est soit devenu des prairies, soit des friches, soit ça a été laissé pousser, enfin, ils ont laissé pousser des arbres dedans, donc maintenant il y a des bois, il y a un peu de tout, mais c'est sûr que nous, sur la totalité sur les vignes qu'on a, des fois on se met à un endroit où on regarde, on arrête 5 minutes et puis on pense à plus rien et on se dit, bah tiens, là c'était de la vigne, là aussi, là aussi, là aussi. Et il y a vraiment des coteaux, des versants de coteaux, ce qui est un peu mal exposé notamment. Le paysage a beaucoup changé, oui. Il n'y a pas une autre production que la vigne. C'est compliqué parce que la vigne à l'époque, en fait, quand mon père s'est installé en 80, du coup il y avait 55 vignerons sur la commune de Boucogny qui produisaient du vin, alors soit qui produisaient des raisins et du vin, ou un peu les deux. Et en fait, c'était des petites exploitations et les gens plantaient de la vigne partout, vraiment. Donc il y a des endroits qui étaient très escarpés, d'autres un peu plus caillouteux. Et en fait, c'est compliqué de faire d'autres productions comme des maïs ou des céréales, ça c'est impossible en fait, parce qu'il faut quand même des terrains assez plats pour que les machines puissent passer dedans. Sinon, si c'est pas mécanisable, c'est vraiment impossible à travailler. Voilà, pour le pourquoi et mes intentions du coup. Après, je sais pas, Philippe, tu veux qu'on lance le blanc peut-être, ou je sais plus si on en est... On peut faire le premier, oui, comme ça ils écouteront plus. Oui. T'as qu'à dire qu'ils écoutent pas. Hein. J'espère être un petit peu. Alors peut-être tu l'expliques au fur et à mesure. Oui. Ton terrain, où est-ce qu'il se situe, voilà. Ton terrain, où est-ce qu'il se situe. Oui. Donne toutes les infos. Je vais vous servir et je vous expliquerai un petit peu. Ah, vous n'avez pas de verre. Mais comme le collège, je t'avais fait Philippe, il faut payer pour avoir le verre. Ah, tu n'as pas eu toi? Oui, moi aussi. T'as fait un tableau? Non, dans cette pause, il y a quelqu'un qui a un transit et il a les lumières allumées. C'est normal? Ah oui. Non, on va voir. Oui, sûr. Moi, je l'ai vu aussi. Hein. Ouais, je me suis dit, On est nombreux, on poussera. Ouais. C'est bon, c'est vrai. Oui, oui. Ah, non. Tiens, peut-être nous passer. Attends, je vais vous passer ça. Il est plus petit, donc j'en veux pas plus. Il est plus petit, j'en veux pas plus. Faites passer. Change petit. Voilà, c'est bon. Là derrière, c'est fait. Ah bah, je passe un verre et puis hop. Est-ce que tout le monde a été servi? Pardon. Alors, ce que vous dégustez, c'est un Beaujolais blanc 2023. Je ne vais pas vous apprendre grand chose en vous disant que c'est mon premier millésime, parce que j'ai déjà dit au moins 3 fois, je pense. Mais donc, du coup, le cépage 100% chardonnay. Pour les Beaujolais blancs, on a le droit que au chardonnay. De toute manière, on n'a pas le choix. C'est un élevage assez classique, il n'y a pas de fût de chêne. Donc, du coup, on n'aura pas de côté boisé, ni toasté, ni brioché. Et on a vraiment toute la place aux fruits. Les arômes primaires, tertiaires du chardonnay, ça ressort bien.
On a un côté assez fin, équilibré, un petit peu fruité aussi, donc c'est plutôt agréable. L'avantage de ces vins-là, c'est qu'ils sont déjà beaucoup moins chers que les Mâconnais. Mais aussi, plus sérieusement, ça se marie un petit peu avec tout. Que ce soit de l'apéritif, du début de repas, une entrée, ou même un plat, un poisson, vraiment ça passe avec tout. Moi, je l'apprécie le fromage. Aussi, oui, de plus en plus. On avait un peu l'image de l'accord mets-vin fromage avec du vin rouge. Oui, les fromages aussi, les fromages à pâte crémeuse, ouais, ça marche bien. Les bris bien faits et tout, ça colle bien avec, oui. Mais voilà, c'est vrai que le vin rouge avec les fromages, moi je le conseille effectivement pas tellement, parce que le tanin du vin vient casser un peu, vient être cassé par le côté un peu laiteux du fromage, donc c'est pas ce que je préfère. Voilà. Philippe, est-ce que tu veux qu'on continue pendant que tout le monde goûte Oui, alors il y a cette possibilité, les gens peuvent aussi dire ce qu'ils en pensent. S'il y a d'autres questions aussi sur le point. Moi j'avais une question, ce qui m'a surpris c'est que tu dis, j'ai fait un BTS déjà, et tu étais pourtant dans les boissons. Et comment ça se fait que tu n'aies pas pu, alors je pense qu'on t'a validé certaines choses, mais quand même devoir refaire... En fait c'était un BTS, faut que je me remette sur la... c'est pas ce qu'il y a plus intéressant, mais enfin sur le procès de le BTS en tout cas, la question est pertinente, mais le BTS c'est un BTS agricole effectivement, technico-commercial, mais spécialisé en boissons, vins et spiritueux. Par le côté technico-commercial, on entend beaucoup de commercial et très peu de technique. Parce qu'en fait, il y a tellement de choses dans les boissons, vins et spiritueux qu'on a été un peu cuisiné à toutes les sauces. Donc ça veut dire qu'il y a un BTS vigneron, ou équivalent vigneron. Alors il y a, en fait, ouais, moi je l'ai fait à Bel Air, au lycée, c'est sur Belleville ou Saint-Jean-d'Ardière, je sais plus. Saint-Jean-d'Ardière, oui. Je l'ai fait à Bel Air du coup, et en fait il y a deux BTS. Il y a celui que j'ai fait, le technico-commercial, et il y a le Vitiono. Effectivement, le Vitiono, si j'avais su, il y a maintenant 15 ans en arrière, j'aurais dû faire celui-ci, j'aurais dû faire le VO. Mais à l'époque, moi j'étais plutôt parti sur l'idée d'être caviste et de rester là-dedans. Je pensais pas qu'au bout de 14 ans ça allait me fatiguer et tout, donc je suis parti sur le technico-commercial. Mais c'est tellement vaste le côté boisson, parce que effectivement, les boissons, on est passé par des dégustations d'eau, des dégustations d'eau pétillante, on est passé par des dégustations de jus de fruits, de whisky, de rhum, alors ça, toutes les dégustations. L'eau et jus de fruits, c'est bien parce que c'était le lundi matin à 8h, mais il faut savoir que le whisky et le rhum aussi, donc c'était assez sympathique. Si on n'était pas réveillé, on l'était. Et en fait, c'est tellement large, il y a tellement de choses à voir qu'on ne peut pas rentrer en détail dans... Et alors, maintenant, par comparaison, quand tu compares avec ceux qui ont fait ce BTS plus ce que j'appelle moi vigneron, hein, oui. Est-ce qu'il leur manque pas quand même le côté vente? Parce que quand il vend, tu dois vendre aussi après. Parce que si tu ne vends pas, qui le vend ton vin? Je sais pas, c'est même pas dénigrer un travail d'un autre. Je pense qu'il est plus facile d'apprendre sur le tas, entre guillemets, la commercialisation que le côté technique de la vinification, du travail de la vigne. Parce que c'est au quotidien que ça change déjà. La vente, entre guillemets, c'est toujours à peu près le même processus, quoi. Par contre, c'est vrai que quelqu'un qui va faire un BTS VO Vitiono sera plus concentré sur le vin, la vigne et son travail. Que nous, on a un peu vu l'ensemble des choses, mais sans rentrer trop dans les détails en fait. Donc on est resté assez large, assez vaste. Mais un Vitiono, c'est sûr qu'il sera plus concentré sur la vinification, sur les choses comme ça. Et c'est pour ça en fait qu'ils m'ont demandé de faire des stages, parce que j'avais pas assez d'expérience. Et ça c'est véridique, hein. Je me serais bien passé quand même des 2 mois de stage, parce qu'à la limite j'aurais pu le faire chez mes parents, ils n'ont pas voulu, parce qu'il fallait que j'aille voir ailleurs, forcément. Oui. Si dans reste, il faut les... Oui, c'est sûr, parce qu'effectivement on apprend des choses, c'est sûr, on voit d'autres choses, c'est clair, parce que du coup nous, on est un peu englué dans la routine, on fait toujours le même processus, mais des fois il y a des choses qu'on peut faire différemment, qui sont tout aussi bien, plus efficaces peut-être, ou moins efficaces, mais qui apportent un résultat différent en tout cas. Ah, la parcelle. Effectivement, c'est bien d'aller voir ailleurs, mais je suis allé voir aussi un petit peu plus loin, pendant les mois de stage, je suis parti une semaine au Portugal pour faire les vendanges là-bas et voir un petit peu comment ils faisaient aussi. Ouais. C'est complètement différent. C'est complètement différent. C'était vraiment une petite structure, c'était très familial. Il y avait 3 hectares de vignes, enfin, c'était très traditionnel. Monsieur Berti. Baptiste, puisqu'on est sur la dégustation et que tu parlais du vin blanc qui se goûte bien sur le fromage, oui. Je veux un petit peu avoir ton avis dans un repas où on attaque peut-être par un blanc, on enchaîne par un rouge, on arrive au fromage. Est-ce que pour toi c'est cohérent, après le rouge, de revenir au blanc sur le fromage? Il y a eu une coupure entre. Surtout chez toi, on mange pas très vite. Non,
mais oui, ça peut se faire. Ça peut se faire, honnêtement, moi je le fais. Oui, ça se fait. Hein. C'est le même. Pour moi, si tu as mangé, au pire des cas, tu bois un petit peu d'eau entre temps. Tu bois quoi? Ouais. Aïe, 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 aïe. Hypertime, l'eau c'est un liquide qui coule dans un robinet. Que tu ouvres, des fois t'as de l'eau chaude, des fois t'as de l'eau froide, faut pas te tromper. Ouais. On fait le trou normal et puis on repart. Non, mais oui, ça peut se faire. Ouais. Enfin, moi en tout cas, pour moi, ça se fait et ça me pose aucun problème. Donc l'adage rouge sur blanc et blanc sur rouge, c'est faux? C'est pas complètement faux, mais plus quand tu fais une dégustation où tu, entre guillemets, enchaînes un petit peu les échantillons et tout. Là, c'est un peu problématique, il vaut mieux penser à s'organiser. Et quand c'est au cours d'un repas, tu prends le temps pour le faire. Tu manges pas ton plat, tu cites après le fromage et après tu finis par le dessert sur un autre pain. Quoi. Même si des fois tu peux quand t'es pressé. Quoi. Je ne sais pas, est-ce que tu as terminé ta bouteille? Non, alors, il en reste même pas mal. Ouais. C'est vrai que j'en avais pas mis des grosses d'eau. Mince, elle est blanche. Je vais remettre sur le prêt. Ça, pour la terminer. Ouais. Alors du coup, j'avais commencé aussi un petit peu à l'expliquer, mes intentions pour l'avenir, en tout cas, parce que je pense que le monde du vin, le marché du vin est un peu bouleversant ou bouleversifié, on va dire. Donc, je pense qu'il faut... Moi, mes intentions déjà pour l'avenir, c'est de suivre un peu la lignée de ce que faisaient mes parents. C'est vrai que mon père, ma mère, ils bossaient tous les deux ensemble, mais ils avaient quand même déjà développé une jolie gamme de vins, en tout cas, je trouve. Donc ils faisaient beaucoup de Beaujolais blancs, ils faisaient des blancs boisés en fût de chêne, donc soit ils les mettaient en appellation Coteau-Bourguignon, soit ils les laissaient en Beaujolais blanc, ils faisaient des rosés, des pétillants rosés, enfin ils avaient vraiment essayé d'étaler un peu la gamme. Et aujourd'hui, le marché du vin, c'est un peu compliqué. Les gens boivent moins parce qu'on sait tous les contraintes qu'il y a après quand il faut reprendre la route, etc., etc. Donc, au cours justement de mes années un peu vente en magasin, j'ai vu pas mal de produits passer qui étaient des vins soit sans alcool. Je trouve ça horrible, très sincèrement, c'est vraiment pas bon. C'est tout déséquilibré, mais je pense qu'il y a quand même matière à s'en inspirer un petit peu. Et pourquoi pas essayer de faire des produits un peu plus légers en alcool. Donc par exemple l'éclat de rose que vous allez goûter à la fin, je crois qu'il est à 8 degrés. Donc ça permet quand même de boire un verre et reprendre la route derrière en étant à peu près tranquille. Mais il y a aussi des vins, des produits à base de vin, des boissons à base de limonade, de vin et autres qui sont assez intéressantes. Ça peut paraître choquant parce qu'effectivement, on est dans le monde du vin, beaucoup de vignerons sont très tradition, il ne faut pas bouleverser, il faut rester vin avec des belles étiquettes, des trucs comme ça. Mais je pense aussi qu'il ne faut pas avoir peur de faire un peu ce qui peut intéresser les consommateurs. Donc aller sur des produits sans alcool, pourquoi pas, un peu moins alcoolisés, je pense que c'est mieux. Donc voilà, il y a beaucoup de choses, il y a une grosse piste de réflexion là-dessus, parce qu'il va falloir se réinventer de toute manière. Et mes intentions, c'est effectivement surtout à la base de participer à la vie d'un village. On l'a vu encore aujourd'hui, là sur Cogny, il y a quand même eu pas mal de belles choses, notamment avec la crèche, le marché, enfin voilà. Et tout ça, je pense qu'effectivement, si j'étais resté dans mon magasin, je l'aurais vécu de beaucoup plus loin en fait. Là, on est convié à des choses, on échange avec les personnes. Moi, c'est vrai que depuis que je suis vigneron, on m'a jamais posé autant de questions sur mon métier qu'auparavant. Avant, quand on me demandait t'as fait quoi aujourd'hui, j'ai vendu du vin, donc c'est vrai que c'était pas très très intéressant comme réponse, mais maintenant c'est un peu plus intéressant parce que les gens me demandent qu'est-ce que tu fais dans tes vignes en ce moment, est-ce que ça se passe bien ici, donc des fois c'est vrai que c'est des échanges qui peuvent être assez constructifs. Et donc tout ça, je pense que ça fait partie de la vie du village. Et c'est aussi un petit peu pourquoi je me suis lancé là-dedans, oui. Ensuite, on va entamer le troisième point de la présentation, c'est l'outil domaine du bois du jour. J'ai appelé ça l'outil domaine du bois du jour, ça fait un nom un peu conséquent, mais c'est pas grand chose en fait. Donc qu'est-ce que j'ai à disposition pour travailler, quelles sont les vignes et tout. Donc c'est surtout des infrastructures en fait déjà, parce qu'il faut beaucoup de place. Donc la photo de la maison que vous avez vue tout à l'heure, en fait, il y a toute la partie dégustation, stockage aussi pour l'année, il y a pas mal de choses qui se passent là-bas dedans. Il y a des vignes, forcément. Donc moi j'ai en propriété 0 hectare, je suis tout en location. Parce qu'on va le voir un petit peu après, c'est très très compliqué d'accéder à la propriété, même pour de la vigne en fait, surtout quand on est jeune vigneron, je reviens encore là-dessus. C'est qu'une fois qu'on a fait quelques années, c'est peut-être un peu plus facile, mais en attendant, c'est un peu délicat. Et après, il faut beaucoup de matériel, donc des tracteurs, des outillages, des bennes, des remorques, des choses comme ça. Tout ce qui est infrastructure, on vinifie tout sur place, sauf les vins effervescents.
Les vins effervescents, c'est des raisins qu'on ramasse dans des grands bacs plastiques, ce qu'on appelle des palox en fait, qui font 300-400 kg. Et on les envoie chez le prestataire. Donc là, après, il y a deux possibilités. Quand on a ramassé nos raisins pour la production de vins effervescents, il y a une grosse partie en vente. En fait, on vend notre raisin au prestataire. Donc là, nous, on a fini le travail. Et après, il y a une petite partie, parce qu'on n'en fait pas non plus énormément, hein, il y a une petite partie des raisins qu'on livre au prestataire pour récupérer le produit fini en fait. Donc tout ce qui est crément de Bourgogne, pétillant rosé demi-sec, pour l'instant moi je fais que ça et je pense que je ne ferai pas de pétillant rosé brut, ce que mon père faisait. En fait ça se passe tout comme ça. On n'a pas vraiment le choix parce que c'est des investissements qui sont très lourds, très conséquents aussi pour vinifier entre guillemets que 4-5 000 bouteilles par an, même pas je pense. On doit être à peine 4 000, tout pétillant confondu, hein, c'est pas crément plus machin, c'est vraiment tous les pétillants on fait à peu près 4 000 bouteilles, donc c'est vrai que c'est beaucoup de travail. Là, c'est vrai que ça permet de se soulager un petit peu, mais tout à la fois diversifier un petit peu la gamme aussi. Après, bon, dans les infrastructures, il y a un hangar pour stocker tout le matériel, ça c'est pas non plus le plus intéressant. Et on a aussi une cave enterrée où là on a tout ce qui est partie vieillissement, donc le vin en cuve repose dedans. Alors on espère qu'il repose des fois le moins longtemps possible. Ça veut dire que quand il n'y est plus, il est vendu. Mais voilà, on a une partie stockage en tout sur le domaine pour à peu près 1000 hectolitres. Donc ça fait, on a potentiellement deux années de récolte de stockage en cave, quoi. Enfin, on peut stocker 2 années de récolte. On n'espère pas les stocker, mais voilà. On peut parer à cette éventualité. Après, on le fait surtout, on a beaucoup plus de stockage que de production, parce que du coup, des fois, il faut vider les cuves pour les mettre dans une autre, pour les soutirer. Voilà. En fait, tout au long de l'année, il y a du travail en cave. Et pour ça, il faut de la place. Ouais. Il faut de la place. Ensuite, le matériel, voilà, bon, je ne vais pas non plus trop m'étaler là-dessus, mais bon, c'est effectivement beaucoup de tracteurs, des vieux tracteurs, on aime bien les vieux tracteurs qui polluent. Non, je rigole. Mais du coup, voilà, c'est des vieux Tagazu qui ont un peu plus de 50 ans. Ça fait partie d'un point que je vais aborder après, donc c'est pareil, je ne vais pas trop m'étaler sur ce point-là maintenant. Et donc après, les vignes, je crois que c'est le point juste après, oui. J'ai une question Oui. du matériel. Oui. On voit assez régulièrement à la télévision des émissions où les gens disent eh ben, nous on prend plus de tracteur, on prend des chevaux. Vous avez imaginé ce... Absolument pas. Non. Non, mais enfin, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Il y en a qui se lancent effectivement dans le travail un petit peu à l'ancienne. J'en ai d'ailleurs parlé à Alexis le jour. Certains l'ont peut-être vu. Non, c'est adapté, je pense, à déjà, il faut le valoriser en fait. Derrière, parce que c'est un travail qui est beaucoup plus lourd, beaucoup plus pénible, beaucoup plus lent aussi. Donc on peut pas, moi honnêtement aujourd'hui avec la surface de vigne que j'ai totalisé grosso modo 10,4 hectares de vigne. Je peux pas faire 10 hectares 4 au tracteur, c'est impossible. Oui. Ça compte pas au cheval. Je perds un petit peu mes mots. C'est éventuellement possible mais sur des petites structures. Il faut vraiment avoir 2, 3, 4 hectares de vigne je pense. Honnêtement, moi, avec cette surface-là, ça serait compliqué. Après, l'avantage d'un cheval, généralement, c'est qu'il n'est jamais en panne. Il peut être malade des fois. ça peut coûter aussi cher que la réparation d'un tracteur, je pense. Mais oui, après, voilà, nous, on a fait le choix du travail au tracteur, même si on fait encore énormément de choses à la main, très sincèrement. Donc, pour revenir un petit peu sur la partie vigne, j'ai des vignes, il faut que j'arrive à dire j'ai, parce que quand je dis on, je comprends toujours mon père dans l'exploitation, qui est en photo juste ici d'ailleurs. En fait, j'ai 10 hectares 4 de vignes, donc sur 3 communes différentes. Il ne faudra pas m'en vouloir, mais je vais encore dire Ville-sur-Jarniou, même si maintenant il faudra dire Porte des Pierres Dorées. Donc Cogny, Ville-sur-Jarniou et Jarniou, donc il y a un peu plus de 4 hectares quasiment 5 hectares même sur Cogny, un peu plus de 4 sur Ville-sur-Jarniou et 1 hectare 7 sur la commune de Jarniou. J'exploite 4 cépages différents, donc il y a du pinot noir, du gamaret, le chardonnay pour les vins blancs et les gamay aussi. Le gamay c'est vraiment le cépage emblématique du Beaujolais, c'est vraiment ce qu'il y a le plus encore. Même si le chardonnay a quand même vachement pris de l'ampleur. Pour la petite histoire, mon père quand il s'est installé en 1980, il a planté sa première vigne de chardonnay en 1992. Si je dis pas d'ânerie, première récolte en 95. Parce qu'il faut 3 ans pour qu'une vigne soit productive. Mais à l'époque, quand il a planté sa première vigne de blanc, il y avait le tiers d'un hectare, pas bien plus. C'est resté pendant très longtemps comme ça.
Et petit à petit, les Beaujolais blancs ont pris un peu plus d'ampleur, ils s'en est planté de plus en plus. Maintenant, ils s'en plantent encore beaucoup, mais surtout pour la production de crémant de Bourgogne à base de chardonnay. En Beaujolais, c'est Emmanuel Fellow qui disait ça sur la dernière Saint-Vincent en janvier 2024. Il me semble que le chiffre c'était en Beaujolais, on produit les 2/3 des crémants de Bourgogne. Donc tout ce qui est produit sur l'appellation crémant de Bourgogne, il y en a les 2/3 qui viennent de chez nous. Donc c'est quand même assez balèze. Ça en fait déjà un bon paquet. Ça doit faire quelques bouteilles, je pense. Donc voilà. Les pinots noirs, on en avait planté un petit peu. Mon père en avait planté à l'époque. Quand on les plantait avant 2016, on avait le droit, vu que le Beaujolais fait partie de l'appellation Grande Bourgogne, on avait le droit de les appeler on avait le droit de les mettre sous l'appellation Bourgogne. Petit à petit, ça a un petit peu perdu de sa splendeur, de son élan. Enfin, en tout cas, chez nous, dans le domaine, en tout cas. Donc, on a arrêté de faire des Bourgognes. Alors, soit on les vinifiait à part et on en faisait des vins de France qu'on vendait sous l'appellation cépage Pinot Noir. Et maintenant, moi, depuis cette année, pour simplifier un petit peu les choses, pour avoir aussi un petit peu moins de travail, j'en parlais tout à l'heure, le Pinot Noir peut aussi rentrer en compte pour faire des crémants de Bourgogne. Donc, je les vends en raisin à mon prestataire qui me fait tous mes effervescents. Le Gamaret, c'est la petite curiosité. Ça a fait beaucoup débat. C'est un cépage, si je dis pas de bêtises, c'est un croisement entre le Gamay et certains le savent peut-être, s'il y en a qui le savent, vous pouvez m'aider. En cépage suisse. C'est un croisement entre le Gamay et je sais plus quel cépage. Et en fait, à l'époque, les institutions aussi avaient un peu encouragé les vignerons à en planter en faisant miroiter que ce qui est vrai, c'est un cépage beaucoup plus résistant aux maladies, beaucoup moins de traitement, beaucoup moins de travail, une belle productivité. Donc effectivement, c'est très résistant aux maladies, mais sur la productivité, pour ma parcelle de vigne en tout cas, c'est complètement faux. C'est une parcelle qui est plantée depuis plus de 10 ans, elle n'a jamais fait le rendement, elle fait des tout petits raisins, il n'y a pas de jus. C'est presque, honnêtement, ces 2000 mètres, c'est presque anecdotique. Je les ai marqués pour en parler un petit peu. Et après, voilà, il y a quand même des vignerons qui en ont planté beaucoup, qui ont de la récolte, mais du coup, ils n'ont pas le droit de le mettre en appellation Beaujolais, parce que ça n'a pas été autorisé. Donc en fait, ils en ont fait planter énormément, parce qu'il n'y a pas non plus des millions d'hectares, mais il y a quand même des vignerons qui ont investi des sacrées sommes d'argent là-dedans en se disant un jour, on sera tranquille, on pourra faire du vin avec beaucoup moins de traitement et tout. Finalement, ça ne s'est pas passé et ça a fait parler, en mal d'ailleurs, parce que c'est quand même des décisions qui sont assez lourdes de conséquences pour certains. Et ensuite, voilà, les chardonnays, on voit un petit peu l'ampleur que ça a pris. Donc de à peine le tiers d'un hectare, on est passé à un tout petit peu plus de 2 hectares pour l'exploitation en tout cas. Donc on a multiplié la surface par 6 en équivalent sur une période de 30 ans. Donc c'est déjà pas mal. Sur cette surface-là, je crois qu'il y a un petit PowerPoint après, enfin une petite diapo après, mais du coup ça permettra de le passer un petit peu plus vite. Sur ces 2 hectares de chardonnay, il y a 1 hectare 2 qui sont utilisés pour la production d'effervescents, donc de crémant de Bourgogne plutôt. Sur ces 1 hectare 2, j'en garde 1000 mètres pour moi, donc ça me permet d'avoir l'équivalent de 1000 bouteilles à peu près, enfin vraiment pour faire assez simple, 1200, 1300 plutôt. Et le reste c'est pareil, c'est vendu en raisin. Et le Gamay, du coup voilà, le cépage emblématique rouge du Beaujolais. Donc là on va arrondir à 8 hectares. Donc qui sont, là c'est presque tout vinifié à la maison par contre ça pour le coup. Sauf ce que je fais en pétillant rosé, demi-sec, en méthode aromatique. Oui. Donc voilà. Et après sur les Gamay, on fait plusieurs appellations, Côte Bourguignon. On revient un petit peu à l'aspect Grande Bourgogne de tout à l'heure. Là on en consacre 1,6 hectares pour cette appellation. Ça permet de faire une centaine d'hectos environ. Et après, le reste, c'est Beaujolais nouveau, Beaujolais rouge de garde, Beaujolais rosé aussi. Donc, je pense que ici, quand même, beaucoup le savent, le rosé n'est pas un mélange de rouge et de blanc. C'est fait à partir de raisins rouges. Après, voilà, l'explication, c'est parce que, bon, ça c'est pareil, je pense que beaucoup le savent, mais c'est peut-être bon de le rappeler aussi. Le Gamay, c'est un raisin noir à jus blanc. Donc, si on le pressure tout de suite, on obtient un jus qui est très 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 clair. En fait, la couleur est contenue dans la pellicule du raisin, donc c'est pour ça qu'on fait des macérations, c'est pour extraire la couleur, mais aussi des tanins et autres. Et pour les rosés, en fait, c'est le même processus que les blancs, on prend le raisin qu'on pressure tout de suite, et le gros du travail est presque fini, on va dire. Et contrairement aux idées reçues, le rosé, c'est un vin très très technique à faire et très compliqué, parce qu'il faut obtenir la bonne couleur, il ne faut pas se rater après sur les maîtrises de température et tout, donc il y a un peu de suivi derrière aussi, oui. Voilà. Et je pense que du coup, vu qu'on a parlé du Gamay, on peut goûter le rouge peut-être.
Pourquoi garder le pinot noir et le gamaré? Alors, je vais pas trop m'étaler sur le pinot noir parce que bon, c'est. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai absolument aucune vigne en propriété. La parcelle de pinot noir, c'est un peu conflictuel avec la propriétaire actuellement. Donc moi je le garde d'une part parce que c'est vendu d'avance quasiment en fait. C'est vrai que c'est assez facile, au final moi j'appelle mon prestataire, je lui dis bah, j'ai tant de surface à te proposer. Il me dit oui, il me dit non, mais très généralement il me dit oui parce qu'ils sont vraiment en recherche et une grosse demande sur tout ce qui est crément de Bourgogne. Donc même pour 2000 mètres, c'est vrai qu'il réfléchit même pas à me dire oui ou non, il me dit oui tout de suite. Donc c'est vrai que ces 2000 mètres sont vendus d'avance. Et de toute façon la propriétaire, vu qu'on lui a fait planter il y a une vingtaine d'années à peine, ouais, on va pas lui dire maintenant bah, on veut changer, on veut autre chose. Quoi. Parce que le coût d'une plantation à l'hectare c'est assez conséquent quand même. Déjà il faut l'arracher, il faut la planter derrière, il faut restructurer, il faut remettre des piquets, des fils de fer, donc c'est un peu. Et en plus de ça, voilà, pour l'exploitant c'est 3 ans de perdu, parce que même un peu plus des fois, parce que les vignes la première année, même la première année qu'elles sont considérées comme productives, généralement la production n'est pas non plus faramineuse. Quoi. Et après, le gamaré, je sais pas, peut-être parce qu'on a un peu d'espoir au fond qu'un jour elle fasse du raisin. Non, mais après, c'est vrai que c'est intéressant parce que du coup, ça amène quand même de la matière. Ça fait des vins, bon, effectivement, on n'en a pas assez pour le vinifier convenablement, mais ça fait quand même des vins, enfin, notamment la famille Troncy, on a pas mal, et ça, ils arrivent bien à le vinifier. Et c'est vrai que ça fait des vins avec une belle structure, beaucoup de couleurs. Ça fait des vins assez riches, assez opulents, donc c'est plutôt intéressant. Maintenant, voilà, ce que je trouve dommage, c'est qu'effectivement, les législations ne soient pas allées au bout et qu'on ne puisse pas l'utiliser pour faire des Beaujolais. Mais sinon, ça fait des vins très très sympathiques. Oui. Oui, avec le changement climatique, on voit des maisons du Beaujolais qui se mettent au Syrah. Est-ce que c'est une évolution qui va devenir de plus en plus prépondérante? Alors oui, bah ça fait, oui. Ça fait partie des contraintes. Ça fait partie des contraintes parce qu'on n'y échappera. Je pense malheureusement qu'on n'y échappera pas. Le réchauffement climatique, il est bel et bien là, alors sauf cette année, pour le coup, 2024, on est un peu passé à côté. Mais alors la Syrah, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà d'une, on n'aura pas le droit de le vendre sous l'appellation Beaujolais. Vraiment, le Beaujolais, c'est que du gamay. Il n'y a vraiment que ça qui peut rentrer en compte. Et après, oui, c'est bien, ça diversifie un petit peu. Maintenant, il faut toujours regarder aussi à l'œil que bah, ça varie très vite aussi. Une année où il y a, comme cette année 2024, la Syrah, ça supporte vraiment pas très très bien les climats comme on a eu cette année. Mais le gamay un tout petit peu mieux. Mais oui, c'est vrai que 2024 a été une année compliquée. Maintenant, il y a beaucoup de personnes, enfin il y a beaucoup de cépages qui s'implantent, enfin qui se plantent dans le Beaujolais, et qui s'implantent aussi. Notamment, oui, il y a de la roussagne, il y a du Gewürztraminer, il y a des vionniers, enfin en blanc, il y a beaucoup de diversité, maintenant en rouge aussi d'ailleurs. Mais voilà, ce ne sera jamais vendu sous l'appellation Beaujolais, mais en tout cas, ça permet effectivement peut-être d'anticiper l'avenir. Enfin, si vraiment un jour il y a des gros changements climatiques, bah, peut-être que certains auront un coup d'avance, ou 2 ou 3 sur les autres vignerons qui, comme moi, seront restés pour l'instant assez traditionnels en tout cas, avec les cépages tolérés, on va dire. Parce que quel est le problème du réchauffement climatique sur le gamay? C'est... Alors bon, ça, oui, ça fait partie des questions assez techniques, mais je vais essayer d'expliquer un petit peu avec mes mots, j'espère y arriver. En fait, je pense que nous, on n'a rien inventé. Hein. Le vin, ça fait des centaines d'années que ça existe, des centaines et des centaines d'années même. Donc je pense que ceux qui ont commencé à se lancer là-dedans, il y a 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, ils y ont quand même réfléchi, donc ils avaient trouvé des cépages qui s'adaptaient un peu mieux à leur climat. Et si on a du gamay aujourd'hui en Beaujolais, je pense qu'il y a une raison, c'est qu'on avait le climat qui était adapté. Et effectivement, on était sur un climat, enfin, on va dire modéré, je ne sais pas vraiment comment l'expliquer, mais aujourd'hui, on se rend compte qu'on est quand même sur des climats de plus en plus extrêmes. Enfin, on a des grosses chaleurs, on a des étés où il fait plus de 40 degrés. Enfin, c'est vrai que pour le gamay, en tout cas, ça supporte assez mal. Quoi. Les grosses chaleurs, on voit que ça défeuille assez vite. Le chardonnay aussi. Et bah, pour rebondir un petit peu sur mon BTS, on avait 4 mois à faire en Angleterre, donc dans un lycée viticole pour étudier le vin. Alors ça peut paraître un petit peu étonnant, mais oui, il y a beaucoup de vignes en Angleterre, notamment beaucoup, enfin grâce ou à cause, je sais pas, beaucoup de champenois qui investissent là-bas, et eux sont déjà beaucoup plus loin que nous. Ils ont planté en fait tous les cépages de la Champagne, et quand on y était, on a eu cette chance de trouver un domaine qui à l'époque, en 2010,
avait la même surface que moi, à peine plus de 10 hectares, donc avec du pinot meunier, du pinot noir et du chardonnay. Et quand on discutait avec eux, ils disaient nous, effectivement, c'est surtout les champenois qui financent et qui investissent énormément chez nous. Et en fait, ce domaine-là en question, où on travaillait, projetait dans les 10 prochaines années d'avoir 100 hectares de vignes. Concrètement, ils voulaient multiplier par 10 leur surface en 10 ans. Aujourd'hui, moi, on me dit de faire ça, j'en suis strictement incapable, je ne suis pas structuré pour ni rien. Mais eux, ils partent d'une feuille blanche et ils essayent d'anticiper aussi les changements climatiques. Donc en plantant les cépages un peu plus au sud, en les plantant un peu plus au nord. Et c'est un petit peu ce qui est en train de se passer avec le Viognier, la Syrah, qui viennent potentiellement beaucoup du Languedoc, beaucoup d'Ardèche, enfin de la vallée du Rhône pour généraliser un petit peu, et qu'on retrouve de plus en plus chez nous. Et on se rend compte qu'on a en plus de ça des jolis produits. Pour ceux qui savent les travailler, les viniciers, on a vraiment des très très belles choses qui arrivent à être produites. Mais c'est compliqué parce que voilà, le vin c'est un milieu qui est très, très, très ancestral, très traditionnel, très conservateur. Il ne faut pas bouleverser tout d'un coup, on ne peut pas d'ailleurs, parce qu'après il y a quand même des AOP, des choses comme ça, qui aussi d'une part nous protègent, parce que les AOP ne sont pas là que pour embêter les vignerons, c'est aussi là pour valoriser un travail. Donc si on se met à faire un peu tout et n'importe quoi avec n'importe quel cépage et en y vendant quand même sous l'appellation Beaujolais, je pense que si demain vous avez un Beaujolais, étiquette Beaujolais avec de la Syrah à l'intérieur, je pense que même si vous n'êtes pas expert, moi peut-être que je ne le reconnaîtrai pas non plus, mais je pense que vous allez vous dire quand même qu'il y a quelque chose quand même. Mais ça fait partie du jeu et après il va falloir s'adapter. Comment? Pour l'instant on ne sait pas beaucoup. Mais 2024, on en était loin du changement climatique. Hein. Ça a été une année un peu rock'n'roll. L'année d'avant par contre, oui. 2023 c'était plus équilibré. Il y avait du soleil, il y avait de l'humidité, mais en tout cas on a été beaucoup moins embêté par les maladies. Quelle offense. Oui. Toujours pas. Non, ouais. Oui, allez. Chacun son tour. Je te laisse finir. Ouais. Je vais passer. Ah, c'est pour Rémi de cela. Oui, on passe. Moi, je vais tirer par chef. Ouais. C'est bien. Faites-le passer. Alors du coup, il y a une question qui a été assez intéressante. C'est vrai que ces dernières années, 2024, en tout cas, on n'a pas du tout ressenti le changement climatique. Ça a été une année très compliquée au niveau de l'humidité. En fait, les gros ennemis de la vigne, c'est mildiou odium. Pour faire simple, c'est deux champignons qui se développent, alors soit sur feuille, soit sur grappe. Et des fois, on a le package complet, les deux. Moi, cette année, j'ai eu la chance d'avoir les deux. Donc sur feuille et sur grappe, mais surtout sur les blancs en fait. Les blancs, vraiment, c'est un peu plus sensible. Si on pose la question pourquoi, je vais vous le dire tout de suite, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi le blanc est plus sensible que le rouge, mais en tout cas, vraiment, j'ai perdu 35-40% de ma récolte en blanc. En ayant fait le même travail de partout. Donc c'est-à-dire que quand on faisait un traitement sur les blancs, on le faisait en même temps sur les rouges, le même jour, pas à la même heure forcément, parce qu'on ne peut pas être de partout au même moment, mais en tout cas, les blancs, c'est vraiment très très compliqué à exploiter. On a des belles surprises avec les blancs, c'est vrai que c'est très bon. Mais... Et 2023, à contrario, c'était une année beaucoup plus modérée. Il y avait de la pluie, mais à côté de ça, on avait quand même des périodes assez longues avec du sec. Parce que les maladies comme ça, en fait, ce qu'elles adorent, c'est les alternances assez rapides d'humidité, de chaud, d'humidité, de chaud. En fait, c'est des champignons, donc forcément, ils adorent ça pour se propager. Donc c'est vrai qu'on a eu une année 2023 assez compliquée, l'herbe poussait très très vite. Il y a des années on fait un passage de tondeuse dans les vignes, je prends cet exemple parce que c'est vrai que à mon sens c'est le plus parlant. Certaines années on fait un seul passage de tondeuse dans les vignes, on est quasiment tranquille jusqu'au vendange. Là cette année on en a fait 4. Et un passage de tondeuse c'est 50 heures à la fois pour faire toute la surface. Donc on a fait 200 heures de tondeuse. C'était
super intéressant. Mais voilà, ça fait partie des contraintes parce que l'herbe dans les vignes, c'est sûr que c'est bien, ça retient les sols, ça amène un peu de vie, ça permet de diminuer les herbicides, parce que c'est quelque chose, enfin, on va forcément je pense en parler, il y aura des questions là-dessus, mais l'herbe dans les vignes c'est pas que pour faire jouer non plus, ça permet de moins désherber, voilà. Mais effectivement quand ça pousse à 1 mètre de haut, bah, c'est comme une éponge en fait, hein. Ça garde l'humidité. Et si derrière on a un coup de chaud, bah, l'humidité va dans les cèpes, ça continue de propager l'humidité et les maladies se propagent encore plus vite. Donc c'est pour ça, oui, on a des grosses périodes là quand l'herbe pousse, la vigne pousse. Parce que pareil, du coup, quand l'herbe elle pousse, bah, la vigne elle pousse aussi très très vite. Il y a une année, je me rappelle, on a cisaillé qu'une seule fois avec mon père. Cette année, pareil, on a dû le faire 4 ou 5 fois. Donc tout a été multiplié par 4, 5, voire 2 fois plus. Mais au final, pour quand même avoir un joli résultat, parce que là, il faudra. Pareil, il faut prendre un peu de recul avec ce que disent les médias. C'est qu'ils étaient un peu, voire même très pessimistes. On nous prédisait une année 2024 vraiment médiocre en termes de qualité de vin et tout, mais je pense que pour ceux qui auront fait leur travail, qui auront essayé de chercher un peu la maturité, il y aura quand même vraiment de belles choses en tout cas. Donc ça c'est pour 2024. Le vin que vous goûtez, c'est du 2023, donc mon premier vin en cuvée vieille vigne. Donc là, pour ceux qui connaissent, c'est à la parcelle, le lieu-dit Chervet, qui est situé juste après chez Anne et Jean-Marc Troncy, dans la montée. Ouais. C'est vraiment que cette parcelle. Il n'y a vraiment aucune autre grappe qui vient d'ailleurs. Et on a un vin qui fait 13,5 degrés en alcool. Alors je ne sais pas si vous le sentez, mais en fait on a quand même vraiment un côté très souple, très soyeux. On trouve qu'on n'a aucune amertume, les tanins sont vraiment très très agréables. Il n'y a pas du tout d'agressivité. Et ça, je pense qu'en partie, ça vient du fait qu'on a vraiment, en 2023 comme en 2024, on a essayé de repousser au maximum la date des vendanges. Alors, on prend des risques quand on le fait, parce qu'on s'expose au retour de la pluie, on s'expose à d'éventuelles tempêtes de grêle, parce que c'est pas parce qu'on est au mois de septembre qu'il ne peut plus grêler. Mais du coup, voilà, en faisant ça, on va vraiment essayer de chercher la maturité. Et c'est pour ça, je pense qu'on a des raisins, en tout cas, parce que vu qu'on vinifie en grappe entière, il y a la rafle du raisin. Si on a des rafles qui ne sont pas mûres, parce que même la rafle arrive à mûrir, si on a des rafles qui ne sont pas mûres, du coup on a des tanins herbacés qui sont très agressifs. Et là, bon, peut-être que certains vont me contredire, mais en tout cas je trouve qu'il n'y a aucune agressivité dans ce vin. Vous avez le droit de penser l'inverse de ce que je dis. Voilà pour ce qui est de la partie vigne. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions sur ça, ou on voit peut-être à la fin si... Tu es un jeune producteur, mais le terrain n'est pas à toi, tu le loues, comment ça se passe? Alors, j'ai eu cette chance en fait que mon père était là avant moi, qu'il connaissait quand même beaucoup les propriétaires en fait. Donc lui, quand il a annoncé qu'il allait être à la retraite, beaucoup de propriétaires ont pris peur aussi. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, un vigneron, ça se trouve pas comme ça se trouvait il y a 40 ans en arrière, où ça marchait super bien et tout. Et en fait, aujourd'hui, les propriétaires sont, je pense, beaucoup plus contents d'avoir un vigneron qui s'occupe des vignes que de dire bah, demain j'arrache mes vignes et ça ne me rapportera plus rien en fait. Donc quand il a fait le choix d'arrêter sa carrière, on va dire, il avait appelé un petit peu tous les propriétaires pour leur demander s'ils étaient d'accord pour que je bénéficie d'une première année entre guillemets sans avoir à payer de fermage. Tous ont accepté. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Voilà. J'ai eu vraiment de la chance. Parce qu'effectivement, si dès la première année il faut payer un fermage, là ça s'avère assez compliqué parce que c'est quand même une grosse somme d'argent, on va dire. Donc là, la deuxième année, effectivement, je vais devoir payer les fermages aux propriétaires et puis j'en suis bien content parce que je suis en capacité de le faire. Donc c'est vrai que c'est signe aussi que ça a fonctionné, donc c'est plutôt pas mal. Mais voilà, oui, c'est sûr que ça vient dans un point qui est après. On va y passer d'ailleurs, mais les problématiques rencontrées, effectivement, c'est l'accession au foncier. Ça fait vraiment partie d'un... Alors le foncier, pour moi, je ne sais pas si j'ai vraiment utilisé le bon terme en tout cas, mais ça fait partie de tout ce qui est terrain, mais aussi des bâtiments. Quand on veut un vigneron aujourd'hui qui s'installe, qui veut avoir, je ne sais pas, un petit point de vente ou quelque chose comme ça, et ben, quand on part de pas grand chose, comme ça a été mon cas, même si le fait qu'il y ait eu mes parents avant, ça m'a quand même énormément aidé, quand on part de pas grand chose, c'est vite compliqué parce que ça coûte vite cher, on a beaucoup d'autres frais engrangés à côté, donc c'est vrai que c'est un peu délicat. Le foncier coûte cher parce qu'il y a quand même pas mal d'investisseurs qui viennent aussi dans la région, des investisseurs étrangers ou des investisseurs français qui se rapprochent un peu de la campagne
pour la tranquillité, pour diverses raisons. Et c'est vrai que tout ça participe aussi à faire monter un peu les prix. Oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, même si le Beaujolais, c'est une région qui marche globalement bien, on va dire, les vignes sont c'est quand même assez onéreux. Quand il faut acheter un hectare de vigne aujourd'hui, il faut quand même l'anticiper un petit peu. Donc c'est pas en s'installant, en étant jeune vigneron, encore une fois je reviens sur cette problématique de jeune vigneron. Un vigneron qui a 10-15 ans d'activité, c'est peut-être pas le même problème, il se posera peut-être pas les mêmes questions. Mais un jeune vigneron qui se lance, en tout cas, c'est sûr qu'à ce niveau-là, c'est dur. C'est dur, oui. Parce que effectivement, s'il fallait acheter les vignes pour avoir le droit de les exploiter, je ne me serais jamais lancé. Très honnêtement, c'était pas possible. Oui, bah voilà, après c'est l'idée, hein, effectivement. C'est l'idée. Après, payer un fermage les premières années, pourquoi pas. Après, si la situation est bonne, pourquoi pas essayer de demander au propriétaire est-ce que vous voulez vendre, est-ce que vous voulez garder ou pas. Ça, c'est. Baptiste, quand tu dis le prix, c'est le prix de le terrain avec la vigne plantée, et ça dépend si c'est la zone d'ici. En fait, le cru, je présume que les crus, c'est pas pareil, quoi. Ah bah non, mais les crus, j'en parle même pas. De toute façon, non, c'est. Ouais, enfin, aujourd'hui, une bonne vigne dans les crus, je sais pas, mais les fleuris, c'est. Enfin, je pense que les deux crus qui sont aujourd'hui le plus en vogue dans Beaujolais, c'est Fleury-Morgon, on va dire. Je pense que les hectares de vigne, ça avoisine les 100 000 euros, quoi. Ah oui. Par chez nous, on est quand même 4-5 fois moins cher, je pense. Sauf sur les Beaujolais blancs qui sont peut-être 30-40 000 euros sur des parcelles bien plantées, bien structurées. Mais en fait, ça se rejoint un petit peu. C'est 10-20 000 euros plantés, à peu près. Oui, et en fait, ça se rejoint un petit peu parce que globalement, quand tu achètes du terrain agricole pour replanter derrière, tu as tout un travail du sol, de plantation, de mettre tes piquets, de mettre tes fils de fer. Tu as aussi les 3 ans d'attente. C'est cher quand même parce que du coup tu as avancé tous tes frais qui ne seront pas rentabilisés avant au moins 3-4 ans avant de faire ta première récolte. Donc au final, ça, tu achètes des terrains pour planter de la vigne ou des vignes déjà plantées, globalement tu es presque au même tarif. Ça te coûte peut-être un peu moins cher parce que quand tu achètes de la vigne plantée, tu payes aussi le travail du vigneron qui l'a fait. Que quand tu le fais toi-même, si tu comptes pas tes heures, ce qu'on fait à peu près tous, mais ça peut effectivement coûter un petit peu moins cher. Ça, c'est pour tout ce qui est parti du coup foncier, terrain et bâtiment. Après, parce que j'ai déjà un petit peu évoqué au long de cette présentation, c'est surtout le parcours à l'installation qui a pour moi vraiment été un petit peu un fardeau. C'est beaucoup d'investissement, beaucoup de temps. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est sûr que oui, faut le prendre en compte. Quand on veut se lancer, c'est compliqué. C'est beaucoup de temps passé à la chambre d'agriculture, à la tour de Salvagny, des rendez-vous, des choses comme ça. Puis des rendez-vous pas toujours très, très agréables, parce que quand on a des banquiers ou autres en face, oui, on n'a pas le droit de déconner, quoi. Donc, puis on n'a pas trop le droit après. Donc ça, voilà, j'avais déjà bien évoqué. Les lourdeurs administratives, alors là, je pense qu'on est en plein dans l'actualité. Si aujourd'hui les agriculteurs se plaignent, c'est pas que par simple envie de se plaindre. C'est que vraiment, enfin moi, à mon échelle, je le sais, c'est que si honnêtement je voulais faire bien, il faudrait consacrer quasiment une journée par semaine à faire que des papiers. Que ce soit de la facturation, des déclarations auprès des douanes, des choses comme ça. Enfin, et puis tout en pensant aussi qu'il faut quand même communiquer un petit peu, arriver à faire des choses intéressantes pour développer l'activité aussi. Mais c'est sûr que c'est un sacré fardeau, c'est beaucoup de temps qui occupe la tête et humain aussi, parce qu'effectivement quand on est dans nos vignes et qu'on se dit tiens j'ai telle déclaration à faire, tout de suite on est un petit peu moins dans les vignes quand même. Même si on y est physiquement, la tête elle est vraiment ailleurs et on est beaucoup moins concentré sur ce qu'on fait. C'est vraiment beaucoup d'organismes en fait, c'est les douanes, c'est tout un tas de choses, et des organismes qui sont quand même assez sérieux. On n'a pas vraiment le droit à l'erreur avec eux, c'est-à-dire que si un jour on a un contrôle et qu'on a un tout petit écart de, je sais pas, quelques litres ou quelques dizaines de litres peut-être, et on s'expose quand même à des petits soucis derrière. Donc c'est vrai que ça c'est très très problématique et on nous parle de simplification, mais les simplifications on les voit pas tellement. La MSA nous parlait de TESA simplifié, les TESA simplifiés c'est pour déclarer les vendangeurs globalement. Et cette année c'était soi-disant encore plus simple que l'année d'avant, mais j'ai jamais vu plus compliqué. Parce que j'ai eu la chance de les faire en 2023 pour ma première année de récolte. Là, c'était encore assez simple, mais 2024, il fallait vraiment tout faire soi-même en fait. C'est-à-dire qu'il fallait prendre tous les repas du midi, les repas du soir, les calculer, les additionner. Avant, ça se faisait tout automatiquement. C'est-à-dire que pour faire une fiche de paye, on y passe des fois 35-40 minutes.
Et quand on a le malheur de la valider et qu'on s'est trompé, il faut tout refaire. Donc, voilà. Ça participe un peu à la mauvaise humeur de certains vignerons les jours où il faut faire des déclarations. Donc ça, voilà, c'est le côté un peu néfaste et pas très agréable du métier. Il y a aussi le marché du vin qui est un petit peu bancal quand même. J'en ai parlé aussi un petit peu déjà. Il y a beaucoup moins de vin en France actuellement qu'il y a quelques années, mais on a l'impression qu'il y en a toujours trop sur le marché en fait. C'est-à-dire qu'il y a des régions comme le Bordelais où ils s'en arrachent des milliers d'hectares. Bon, après ce week-end j'étais en salon avec un vigneron, il y avait un vigneron bordelais à côté de moi. Pour lui visiblement c'était pas la crise, il s'en plaignait pas trop. Heureusement c'est pas le cas chez tout le monde, mais en tout cas il y a vraiment un gros déséquilibre du marché. Les gens boivent moins, c'est vraiment un gros... Ça peut être un gros problème. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il faut essayer de se réinventer, penser à faire des produits un peu moins forts ou des produits un peu novateurs. Je vous rassure, je ne mettrai jamais du vin rouge en canette, je pense. c'est pas l'idée. Et puis après, il y a aussi le point noir des investissements. C'est que mon père a récupéré les tracteurs de son père, que j'ai récupéré de mon grand-père du coup. Donc le clown que vous voyez sur le tracteur, c'est mon neveu. Je lui ai masqué le visage parce que voilà, le tracteur sur lequel il est assis, c'est un tracteur qui est de 72, je crois, si je dis pas de bêtises, donc il aura 52 ans l'année prochaine. Alors à l'époque c'était génial, hein. Ça marche super bien, ça marche toujours super bien. Le problème c'est que voilà, on a beau l'entretenir, en prendre soin et faire le plus attention possible, et ça a plus de 50 ans, c'est de la mécanique. Donc un jour il faudra bien renouveler. Le souci c'est que renouveler des tracteurs aujourd'hui, même un tracteur d'occasion c'est très cher. Un jour là, le vin que vous goûtez, du coup c'est la parcelle du Charvet, j'étais au Charvet en train de travailler la vigne. J'ai le représentant de chez Richie qui passe me voir et qui me dit tiens si tu veux j'ai un enjambeur d'occasion pas trop cher. Oui, c'est quoi pour toi pas trop cher? Et c'était 48 000 € hors taxe. Donc 48 000 € hors taxe, ça fait un sacré montant quand même. Pour le peu d'heures que ça sert, parce qu'on s'en sert pas toute la journée, c'est des tracteurs, on s'en sert l'été principalement, pour cisailler la vigne, éventuellement peut-être aussi, je ne sais pas, pour travailler le sol, mais voilà, c'est du matériel qui a une petite utilité quand même. Comment? La location est peut-être la solution? Oui, la location c'est une des solutions. Sinon, mutualiser, mais bon. Alors ça c'est le principe d'ECUMA en fait, je ne sais plus vraiment la signification du sigle, mais en fait c'est des vignerons qui se regroupent pour acheter du matériel en commun. Le problème c'est que le matériel en commun, on a tous besoin en même temps. C'est sûr que c'est un bon principe, c'est bien, c'est génial même, mais bon. À côté de ça, il faut être hyper rigoureux, il faut être très organisé, ce qui n'est pas vraiment mon cas d'ailleurs, mais du coup c'est pour ça que je ne me lance pas trop là-dedans. Et il y a aussi la problématique de, effectivement, si celui qui importe avant le casse, comment on fait quoi? Derrière il n'y a plus rien. Alors ça peut arriver au vigneron qui a qu'un seul tracteur et qui s'en sert lui-même, mais au moins c'est son matériel. Ça regarde que lui s'il le casse, s'il fait n'importe quoi avec. Et puis c'est un peu pareil avec le pressoir, donc du coup j'ai mis la photo effectivement pour que ça soit un peu plus parlant, mais le pressoir c'est mon père qui l'avait acheté, qui a fait toute sa carrière avec. Le pressoir avait déjà servi 10-15 ans avant. Donc c'est pareil, c'est un pressoir qui a 40-50 ans. Un pressoir c'est sur une exploitation comme la mienne, on va dire 20 heures d'utilisation par an. Mais aujourd'hui un pressoir neuf en inox, si on prend le plus moderne et le plus sympathique, on va dire c'est un peu plus de 50 000 € aussi quoi. Pour 20 heures par an. Ça fait des bouteilles de vin. Ça fait quelques bouteilles, oui. Après, je ne sais pas si vous êtes tous d'accord pour payer des bouteilles 15 €, mais je ne pense pas. Donc c'est vrai qu'il y a cette contrainte de renouveler le matériel qui coûte cher. Et mon père était sur cette dynamique-là, moi aussi. J'ai pas envie de proposer des bouteilles à 10-15 € parce que je pense qu'il faut quand même que ça reste accessible. Mais à côté de ça, il faut aussi travailler avec du matériel correct. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Jongler sur les deux, donc là des fois on essaye de récupérer 10-15 centimes sur une bouteille, c'est un peu délicat. Il y a aussi sur l'augmentation des prix des bouteilles, il y a aussi le prix des matières premières, des matières sèches, les bouteilles vides. Moi quand je les ai achetées pour ma première fois du coup en 2023 pour mettre mes Beaujolais nouveaux, mon père m'avait sorti la facture de lui quand il les avait achetées en 2022 pour ses primeurs, il les avait payés 17 centimes hors taxe vide, et moi je les ai payés 33 centimes. Donc ça avait quasiment doublé. Tout ça, c'est des contraintes, en fait.
c'est des grosses contraintes même, parce que effectivement 17 centimes sur une bouteille, on se dit oui, bah, c'est pas grand chose. Sur 6000, ça commence à faire des grosses différences, quoi. Donc on essaye de ne pas trop répercuter les prix, mais bon, les hausses de prix, mais parce que tout le monde fait ça en fait. Donc au bout d'un moment, ça va coincer, les gens ne pourront plus acheter une seule bouteille de vin ni rien, donc c'est un peu... Bon, après, je sais que je suis pas cher non plus aussi, mais ça laisse une marge de progression, mais le but c'est pas non plus de passer sur des bouteilles à 10-15 € pour s'acheter du matériel flambant neuf qui ne sera pas utilisé à bon escient. Donc ça c'est pour toutes les problématiques rencontrées, il faut arriver à jongler avec. Et ça occupe une bonne partie du temps. J'ai une petite question. Il y a une époque on entendait beaucoup parler du Beaujolais nouveau, beaucoup moins maintenant. Mais vraiment beaucoup. Ouais, alors si, on en entend quand même parler, en mieux je trouve d'ailleurs, en plus dans les médias. Tout à l'heure j'étais un peu mauvais, enfin pas mauvaise langue avec les médias, parce qu'effectivement ils ont dit que l'année 2024 allait être médiocre. Mais je trouve que cette année, le peu de fois où j'ai allumé la télé ou la radio pour écouter des émissions, ils en ont quand même parlé en mieux. Alors effectivement, c'est quelque chose qui est en perte de vitesse. Hein. Je vais pas mentir, on fait plus des milliers d'hectolitres comme il se faisait il y a 50 ans en arrière quand ça a commencé. Mais le problème, c'est que maintenant, des pays comme l'Asie, enfin des continents, plutôt on va parler des continents comme l'Asie qui à l'époque importaient beaucoup de Beaujolais nouveau parce qu'ils ne produisaient pas de vin, aujourd'hui ils en produisent énormément. Donc du coup, ce qu'ils produisent sur place, déjà ils n'importent plus. Donc forcément, c'est soit le marché français, soit le marché allemand ou espagnol ou italien, je sais pas, mais effectivement c'est des centaines d'hectolitres en moins, des milliers même, qui sont produits et on en produira de moins en moins. Ça c'est une certitude je pense. Enfin, après, moi le Beaujolais nouveau c'est vrai que j'aime bien, je trouve ça, il y a le côté festif. Maintenant je préfère me tourner sur le marché un peu plus des vins de garde, des choses comme ça, c'est sûr que je trouve que c'est plus valorisant. Il y a plus matière à varier les choses, il y a moins de pression pour faire le vin. Des années comme cette année, moi j'ai fini de vendanger, je crois, le 1er octobre. Les vins, les Beaujolais nouveaux devaient être prêts pour c'était quand, le 10 novembre. 10 novembre, oui. Donc j'avais grosso modo 6 semaines et demie pour ramasser, vinifier, conditionner, étiqueter, livrer. Mais c'était un petit peu rock'n'roll. Les heures là, elles s'empilent un petit peu. Après, ça fait partie du jeu, hein. Ça fait partie du jeu, ça fait partie de l'ambiance. Mais c'est sûr que oui, c'est un peu stressant de faire ces produits-là. Et on n'a pas le droit à l'erreur aussi, quand même. Et alors là, du coup, petite anecdote aussi pour rebondir sur les lourdeurs administratives. Quand on fait du vin, il faut une habilitation. Donc que ce soit pour produire du Beaujolais nouveau, ou du Beaujolais de garde, ou des crayons de Bourgogne, ou des choses comme ça. Et quand je me suis installé l'année dernière, à 2 jours de vendre mon vin, mon Beaujolais nouveau, j'avais toujours pas mon habilitation. Parce que l'administration avait égaré mon dossier. Et voilà, pendant 48 heures, c'était gros moment de stress parce que les vins étaient prêts, le négociant était prêt à acheter, il avait le contrat en main et il me dit quand est-ce qu'on peut le faire. Et là, on se sent vraiment couillon quand on lui dit je ne sais pas. Ça dépend pas de moi en fait, ça dépendait d'un simple dossier, d'une simple habilitation, et bon, je l'ai eu à temps, mais en tout cas, oui. Pour revenir sur les trucs administratifs, c'était un petit peu la contrainte aussi, oui. Donc voilà, je pense que j'ai été assez large, on va dire. On va quand même parler du positif. Alors, Baptiste, on pourra accompagner ça. Effectivement, voilà. Ouais, ça fera un peu le. Alors, surtout que tu peux dire qu'il est déjà épuisé pour maintenant, oui. Puisque la Villa Hispanica a acheté toute la production. Donc, pour faire monter les prix. Philippe, sur 2024, j'ai prévu 6 000 bouteilles. Non, mais en fait, il n'y en avait plus, tu en as plus, tu en auras dans 15 jours, c'est cela à peu près? J'en aurai dans moins de 15 jours. Voilà, et ce sont vraiment mes bouteilles. Et là, ce sont les bouteilles de Philippe, effectivement, qui viennent de sa propre cave. Oui, oui. Je te laisse servir, Philippe. Ouais. Donc sur le côté satisfaction, ça ira bien avec le côté bulle. Parce qu'effectivement, il y a eu un gros apprentissage à faire. Ça ira plus vite. Ouais.
On va faire comme ça. On va faire comme ça, mais par l'arrière. C'est bien. Par l'arrière. On se calme. Alain, il ne voit pas beaucoup. Toi, tu prends tout le reste. Merci Philippe. Tu vois, mais faut Mais pas... Merci, comme ça. D'accord. Merci. Michel, il voit que du rouge. Ah, mais tu l'aimes celui-là. Tu l'aimes celui-là, il est bon. Raymond. Oh, attends, il y a beaucoup de mousse. Ça va arriver. Peut-être que c'est une bière. Oui, alors. Oui. Après, j'ai fait un petit récapitulatif au sein de l'éclat de rose, ouais. Alors, c'est un nom qu'avaient choisi mes parents, je ne l'ai pas changé. Ouais, bon, un petit doute. Ouais. Moi, ça va, je suis pas On a le 8, ouais. Il n'y a pas eu de situation Oui. moi, je parlais Oui, c'est principalement par rapport à ça, oui. Oui, ça sonne bien. Ça sonne bien. Alors du coup ça tombe bien parce que du coup vous avez des bulles pour mes satisfactions, donc ça va plutôt dans le bon sens. Ça permettra de trinquer aux satisfactions. Non bah après, d'un point de vue personnel en tout cas, avec le recul, je me dis quand même que j'ai appris pas mal de choses. Je partais de pas de zéro, mais voilà, j'avais quand même beaucoup de lacunes, beaucoup de manques. Aujourd'hui je suis un peu plus autonome. Comme je le disais tout à l'heure, heureusement encore qu'il y a mon père. Parce qu'il a quand même toujours les bons réflexes, voilà, il me dit, quand il me voit un peu m'écarter du droit chemin, il revient par là et fais ton truc. Donc voilà, c'est sûr que c'est un apprentissage qui sera long et perpétuel de toute façon. Parce que les techniques changent, enfin voilà, les années changent. On vinifie pas un millésime 2023 comme on vinifie un millésime 2024, ça c'est une certitude. Le travail est différent tous les ans, donc c'est aussi le côté intéressant, c'est qu'on ne s'ennuie jamais. Des fois on regrette de ne pas s'ennuyer un petit peu, mais c'est hyper intéressant, il y a beaucoup de choses à faire. On a des moments d'échange, notamment comme ce soir, comme hier, comme ce matin où j'étais en salon, on voit du monde. Alors des fois il y a des personnes qu'on a un peu envie de recadrer parce qu'il y a encore une image du Beaujolais qui est déplorable, mais bon, c'est comme ça fait partie du jeu. Je pense que chaque région viticole a ses détracteurs, mais je pense qu'il faut passer au-dessus et puis essayer de redonner goût au Beaujolais parce que on souffre quand même d'une réputation un peu médiocre encore, mais même si ça a quand même énormément changé. Mais voilà, c'est vrai que les moments de partage, c'est vraiment un truc. Moi, quand j'avais mes clients au magasin, il restait 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes dans le magasin, et puis c'était fini. Maintenant, c'est vrai qu'on arrive à passer des moments, des heures, des demi-journées avec des personnes, c'est plutôt sympa. Il y a aussi la grosse satisfaction, c'est de produire son propre vin. C'est vrai que la première fois où j'ai vu mon nom sur l'étiquette, ça fait quand même un petit quelque chose, ça fait plaisir déjà, parce qu'on se dit, tiens, c'est moi qui ai fait ça. Vendre le vin de quelqu'un d'autre, c'est assez facile, entre guillemets, parce que on le goûte, on le conseille. Maintenant, produire son vin et après aller chercher les clients, c'est autre chose. C'est un petit peu plus complexe aussi, mais c'est beaucoup plus satisfaisant. Et puis, effectivement, il y avait le gros challenge de la passation. On ne sait pas vraiment comment ça va se passer. Je pense que ça se passe quand même pas trop mal. Des fois, il y a quelques échauffourées avec mon père, mais ça fait partie du truc. Ça fait partie du truc de toute manière. Et puis, je pense que dans un sens, il a raison, dans un sens, j'ai raison. Après, c'est des torts, des partagés, il y a des débats qui sont un petit peu animés, mais ça fait partie du truc. C'est normal aussi, je considère, parce que c'est quand même, à l'origine, c'est son bébé quand même. Mon père a vraiment fait un joli truc, c'est lui qui a construit tous les bâtiments, l'exploitation et tout. Le cuvage, c'est lui qui l'a fait en 94. Les bâtiments de stockage, ça a été fait 5-6 ans après. Donc c'est vrai qu'ils y ont consacré énormément de temps, énormément d'énergie et surtout un peu d'argent, on va dire. Donc c'est normal que ils soient quand même toujours très proches et que des fois ça y ait quelques étincelles, voire même des incendies. Mais
Ça fait partie du jeu, quoi. Ouais, mais si vous n'aviez pas du caractère, vous n'auriez pas de 20 caractères. C'est ce qu'on m'a dit il n'y a pas bien longtemps, mais je crois que c'était déjà peu. Non, mais c'est sûr. Oui. Est-ce que justement, ça t'a mis trop de pression si, bien sûr. Ce métier, parce que bien sûr, finalement, faire plaisir, parce que j'imagine qu'il y a une transmission familiale, oui, il y a la pression du papa qui faisait quelque chose de super bien. Oui, c'est quand même beaucoup d'éléments qui, pour un jeune alors, effectivement, il y a déjà cette envie de ne pas décevoir et de se dire il faut que j'arrive à faire au moins aussi bien. Si t'as plus de jeunes j'espère y tu feras arriver. les vieux. Honnêtement, actuellement, au bout de 2 ans, je ne peux pas dire que je fais au moins aussi bien, surtout qu'il est encore là avec moi. Donc ce serait malhonnête de ma part et pas très sympa aussi de dire que je fais mieux que lui alors qu'il est là pour m'aider et qu'il me fait, sans mentir, il me fait énormément de travail. Donc c'est sûr que oui, grâce à lui, j'en suis là aujourd'hui. Mais effectivement, ça met beaucoup de pression. Au moment de se dire, il faut que j'y aille aussi. Sachant que c'est d'autant plus compliqué parce qu'il y a beaucoup de bâtiments quand même qui sont accolés à leur habitation. Donc on a un peu l'impression, même si on est quand même chez soi, mais pas tellement, on se dit, bah voilà, on a toujours un peu l'impression de ne pas être tout à fait au bon endroit. Mais oui, c'est sûr que ça participe un peu au fait de faire monter la pression. Est-ce que tu as demandé à ton père comment ça s'était passé, la passation avec ton grand-père? J'ai surtout demandé à ma mère, qui m'a dit ça se passera exactement comme ça s'est passé. Ça se passera pour toi comme ça s'est passé avec son père. Donc ça s'est passé de la même manière que. Et ça a fini par passer. Et ça a fini par très bien passer. Et puis voilà, c'est sûr que. Non, puis je pense que quelque part, mes parents, mon père surtout, est assez satisfait. Bon, c'est sûr que pour lui, ça a été un gros moment de stress, pour ma mère encore plus, je pense. Mais voilà, aujourd'hui, ils sont bien contents que je me sois lancé, que j'ai osé le faire. Et ils seront encore plus contents quand je serai un peu plus autonome. On sent qu'ils sont très fiers. Oui, je pense. Oui. Ils sont très fiers. Non, puis c'est vrai que ça aurait été. Enfin, comme je disais, au moment de prendre la décision, je me dis ce serait quand même couillon de ne pas essayer. De ne pas essayer d'y aller, voir, même si bon, ça marche pas, on verra, mais au moins avoir essayé. Après, le souci, effectivement, on revient quelques diapos en arrière, je me suis installé avec la DJA en fait. La DJA, c'est ce qu'on appelle dotation jeune agriculteur, donc c'est aussi pour ça que j'ai fait tout ce processus d'installation, de stage, de journée de formation, voire des fois de semaines de formation. Et en fait, c'est des aides de la région qui sont quand même assez conséquentes, qui permettent de se lancer, parce que même honnêtement, sans ces aides, j'aurais pas pu. Ça, c'est clair et net. Et c'est tout l'importance, ça j'ai effectivement un petit peu oublié de le dire, tout l'importance d'avoir un BTS agricole, parce qu'en fait, c'est des aides qui ne sont versées que à ceux qui ont obtenu des diplômes agricoles. Alors, moi, avec le recul, on me dit mon BTS agricole aujourd'hui, tu l'as eu, oui, c'est très bien, mais pour moi, c'est pas du tout un BTS agricole. C'était quelque chose de commercial, c'était un peu de technique, mais c'était surtout commercial. Pour moi, il n'y a rien d'agricole. Il y en a qui n'ont même pas mis les pieds dans les vignes pendant qu'ils ont fait le BTS. Ils savent à quoi ressemble un pied de vigne, mais ils ne sont pas allés dans la terre. Donc c'est très bien, moi ça m'a servi, tant mieux. Maintenant, il y a beaucoup d'autres jeunes, je pense, qui mériteraient tout autant que moi de pouvoir s'installer, qui, n'ayant pas eu de diplôme agricole, ne peuvent pas prétendre à ces aides, et ça les pénalise énormément pour l'installation, en tout cas. Maintenant, voilà, comme je dis, moi j'ai eu la chance d'avoir ce BTS. Après, je ne le regrette pas. Ça a été une bonne source d'apprentissage, mais voilà, c'est sûr que ça facilite un peu la vie, quoi. Enfin, ça facilite un peu la vie. Ça permet de se lancer. Ces aides, c'est la première année? Alors en fait, c'est assez complexe. Bon, déjà, c'est calculé pas en fonction de la surface, mais en fonction de l'activité, du montant des investissements qu'on envisage de faire. Donc ça, c'est pareil aussi, c'est tout un processus où il faut réfléchir. Il faudrait presque être devin pour dire, dans 4 ans, j'aurais fait tant d'investissements, j'aurais fait tant de bouteilles, j'aurais fait tant de trucs. C'est impossible. Donc en fait, on a des aides qui sont versées à l'installation. Elles n'ont pas été versées tout de suite, je vous rassure. J'ai attendu 1 an et demi avant de les avoir, quasiment. Donc, au 1er janvier 2023, j'avais rien et je les ai eu il y a pas si longtemps que ça quand même. Quoi. En fait, c'est calculé par rapport à la nature de l'activité. Si on est en zone de montagne ou pas, ils donnent des aides un peu plus conséquentes. Par chance, je suis en zone de montagne. En fait, il faut avoir 80% de sa surface exploitée en zone de montagne pour avoir des aides un peu plus importantes.
Je les ai eus, ça double quand même la dotation, on va dire. Il y a ça, il y a des investissements. Et après, c'est 80% l'installation, 20% au bout de 4 ans. Et en fait, il faut justifier tous les ans d'un bilan comptable, simple forcément. Parce que si c'est en déficit, eh ben, ils vont vite arrêter de donner des aides. Donc voilà, ouais, c'est plutôt sympa, mais c'est vrai que ça demande beaucoup de temps aussi et d'engagement. Au bout de 4 ans, il faut faire le point et ils peuvent aussi reprendre la totalité des aides. Donc voilà, si on n'est pas dans les clous à quelque chose près, il y a une marge de tolérance. Est-ce qu'aujourd'hui tu arrives à te verser un salaire? Est-ce qu'aujourd'hui tu te verses un salaire? Oui, ça oui. Aujourd'hui ça va, oui. Il y a un an, c'était pas ça du tout, mais oui. Oui, aujourd'hui j'y arrive. Après, bon, bah, c'est pas non plus l'Amérique, hein, mais j'arrive à vivre et puis à faire 2-3 trucs à côté quand même, donc c'est plutôt sympa. Quelque part, heureusement aussi, parce qu'on y passe quand même beaucoup de temps. Donc voilà, c'est plutôt sympa quand même, oui. Je peux pas le dire. Combien d'heures de travail pour enfin, je sais pas, comment ça se passe? Ça dépend des saisons. Oui, c'est ça, c'est toujours on a toujours des emplois du temps bien occupés quand même, et puis après c'est... Comment ça fonctionne? C'est quand même par rapport au... salaire. Mais la ville, je veux dire, elle se repose, tu y vas pas, Bah, de toute façon, il y a rarement peu de choses à faire. Là, on va attaquer la période de taille. On compte grosso modo 10 jours à l'hectare. J'ai 10 hectares, ça fait 100 jours de boulot. Enfin, à un jour de près à l'hectare, c'est plus de 3 mois. Il y a 3 mois de boulot. Après, il faut aussi les piquets. Après, ça commence à pousser. Il faut faire les travaux de printemps. Il y a toujours quelque chose à faire, plus l'administratif, plus le commerce. Ça occupe bien, oui. Après, je pense qu'on va continuer un petit peu du coup sur les vins qui sont produits au domaine. Bon, je vais faire assez rapide, mais c'est une synthèse assez brève de la capacité de production. C'est pas ce que je fais tous les ans parce que c'est pas. On fait rarement tout le temps les rendements, mais en Beaujolais blanc, ça c'est sur l'année 2023 par exemple, on a fait 35 hectos. Donc ici, oui, c'est la production en fait. En Beaujolais nouveau sur l'année 2023, c'était à peu près 200 hectos. Ça fait 1 hecto, c'est 100 litres. Pour les Beaujolais nouveau rosé, on fait à peine 5 hectos, parce que c'est vraiment une toute petite part du marché. En Beaujolais rouge de garde, on fait 140 hectolitres. On en vend à peu près 100 hectos au négoce et on garde le reste pour notre gamme de bouteilles. Donc ce que vous avez goûté en 2023, ça en fait partie. Les Beaujolais rosés, c'est une belle part quand même du volume. Mine de rien, parce que mon père, quand il a commencé, il en faisait 3-4 hectos pour rigoler, et puis bah, finalement ça a pris de l'ampleur. Donc maintenant on est à 50 hectolitres de Beaujolais rosé par an. Ça fait quand même pas mal. Le coteau bourguignon qu'on fait avec notre gamay. Merci Philippe pour la photo, c'est gentil. C'est ça qui va sortir dans le programme. Donc le coteau bourguignon qu'on produit à base de gamay, on élève qu'on copote un peu pour ça, c'est vraiment que pour le marché négoce. Moi j'en ferai peut-être, mais je le ferai différemment que pour le négoce en tout cas. Ça c'est 95 hectolitres. À savoir qu'on a 1,6 hectare qu'on consacre pour cette appellation. Et après, on part sur vraiment les petits trucs un peu plus confidentiels. Donc, l'effervescent rosé que vous goûtez. En 2023, j'avais fait 13 hectolitres pour à peu près 1800 bouteilles. Et le crément de Bourgogne, 10 hectos pour à peu près 1300. Donc, ça fait. Voilà, oui, du coup, je vous disais 4000 tout à l'heure, mais en fait, on est plutôt à 3000 en fait. Et après, la vente de raisins qu'on fait aux prestataires. Et en tout, on produit à peu près 550 hectolitres par an. Ça fait une bonne poignée de bouteilles. Globalement, je pense qu'aujourd'hui en vente directe, on est sur du 1 tiers, 2 tiers. 1 tiers de vente directe, 2 tiers de vente négoce. L'idéal serait d'arriver à 100% de vente directe, mais je n'ai que 2 mois. Voilà. Au niveau du négoce, tu travailles toujours avec le même ou... Oui. Alors bon, ça c'est pareil, ça fluctue assez vite parce que les négoces ont des exigences qui sont... je pense que vous avez compris, mais un peu capillotracté parfois. Et c'est compliqué parce que ça demande beaucoup de rigueur et bon, parfois ils ont une vision de eux, de ce qu'ils veulent avoir pour vendre, et nous on a la vision de ce qu'on a sur le terrain et de ce qu'on doit faire plutôt pour arriver au produit final. Mais eux ne voient que le produit final qu'ils veulent pour vendre. Et parfois la réalité du marché et la réalité du terrain, c'est pas toujours la même.
Parce que des fois, comme là, moi je suis en HVE3, donc c'est pas du bio, c'est pas du conventionnel, c'est du on va dire modéré, c'est au milieu, quoi. Et le marché étant en train d'évoluer, il va bientôt y avoir une nouvelle norme HVE4 qui va passer. Et pour la suivre, c'est honnêtement très compliqué. Une année comme 2024, si j'avais été en HVE4, je pense que je n'aurais rien produit. Parce qu'il y a beaucoup de matières qui sont interdites pour traiter. Il faut traiter beaucoup moins souvent. Enfin voilà, on ne traite pas à outrance pour produire, on traite parce qu'il le faut et pour avoir du raisin quand même. Mais la réalité est que il faut quand même le faire. Et si on ne le fait pas, il n'y a rien. Honnêtement, une année comme cette année, si on n'avait pas eu de traitement, j'ai déjà perdu 40% de ma production en blanc. En blanc, j'aurais été pas loin de 100%. Et en rouge, on aurait peut-être perdu un tiers, 2 tiers. Enfin, j'en sais trop rien, mais c'est compliqué de se projeter. Mais voilà. Et eux, ils ont quand même les exigences de leurs clients qui veulent du plus nature, du plus... Mais voilà, c'est compliqué de jouer avec les deux tableaux. Et il n'y a pas des bestioles, des plantes, des je sais pas quoi, qui... Ouais, après, les maladies, c'est principalement des champignons. Donc, il n'y a pas bien d'autres solutions que de traiter. Alors que ce soit avec des fongicides ou avec des cuivres ou du soufre. Mais ça fait pas tout. Parce que le cuivre et le soufre, c'est des produits de contact en fait. Je sais pas si vous avez vu cette année, si vous amusez un petit peu à regarder sur les vignes bio et les vignes conventionnelles. Je me mets dans le conventionnel pour faire plus simple. Mais si vous avez vu la différence de cadence de traitement, moi j'ai traité 10 fois. Les bio, chez certains, c'était 17-18 fois. Donc après, c'est toujours avec du cuivre et du soufre, donc produit considéré peut-être un peu plus écologique. Maintenant, est-ce que ça l'est? Ça, moi, je ne suis pas assez spécialiste pour le dire. Sur le cuivre, donc. Je ne rentre pas dans le débat, mais le cuivre, il y a eu un gros débat il n'y a pas si longtemps que ça pour le reconduire ou pas. Donc s'ils se sont posé la question de l'arrêter, c'est peut-être aussi qu'il y a une raison, quoi. Et le fait de passer 2 fois plus, c'est 2 fois plus de passage en tracteur, donc c'est pollution, c'est du cuivre qui va directement dans le sol, parce que c'est des produits de contact en fait. Donc il faut traiter avant et après la pluie. Avant la pluie pour protéger, après la pluie pour remettre une protection pour la prochaine en fait. Donc ça va dans les sols. Après, est-ce que c'est mieux? Franchement, je ne sais pas si c'est mieux, hein, mais c'est une approche différente en tout cas, ça c'est sûr. Maintenant, moi je suis pas assez pro pour dire est-ce que c'est... Quelle est la bonne matière, la bonne méthode, pardon. Et au final, ils ont eu quelle récolte, ces gens qui faisaient du bio? Il y en a qui n'ont rien fait, il y en a qui ont fait bien, mais c'est... Enfin, honnêtement, cette année, si on me disait de faire du bio, j'arrêtais l'exploitation, c'est sûr. Parce que déjà qu'on a fait 4 fois plus de boulot que d'habitude, si en plus de ça, il faut traiter 2 fois plus, alors même si c'est pas moi qui fais les traitements, hein, mais ça coûte énormément d'argent, déjà. C'est un investissement, c'est colossal. Enfin, on pourrait s'acheter une jolie petite voiture à chaque fois qu'on achète nos produits. Donc s'il fallait traiter à 2 fois plus, je pense que ce ne serait pas viable. En tout cas, pour mon exploitation, ce ne serait pas possible. Maintenant, c'est pour ça souvent que les bio aussi sont un peu plus chers aussi. C'est que derrière, il y a un peu plus de boulot sur les traitements, sur des choses comme ça. Et après, voilà. Moi, je ne suis pas chimiste, je suis pas spécialiste de tout ça. Donc voilà, du coup, c'était pareil, vu qu'on a modifié un peu la conférence, ça on l'a fait en cours de conférence, c'est depuis fini. Donc vous avez écouté Beaujolais Blanc 2023, Rouge 2023 et l'éclat de rose, donc j'avais fait des petits mots-clés pour la dégustation. Je pense que vous avez fait votre propre compte rendu. Et voilà, on arrive à la fin. J'espère que ça vous a plu. Mais à ce moment-là, vous pourrez le faire un petit peu plus à l'arrière de la salle. Ce qu'on fait systématiquement pour remercier les conférenciers, c'est qu'on offre des bouteilles. C'était plutôt malvenu. On met toujours une bouteille de carreau dedans. Donc on a changé, on est allé à l'épicerie. Et comme l'épicière connaît bien Baptiste, il lui a mis tout ce qu'il aimait bien dans sur la page avec le must de la Mila. Voilà. Merci beaucoup. J'espère que ça vous aura plu, que j'ai pas été trop ennuyeux. Après, c'est ce que je dis, moi j'ai fait avec la thématique, je pense que j'ai essayé de répondre au maximum de questions. S'installer en tant que jeune vigneron ou être jeune vigneron sur la commune de Cogny. J'ai vraiment, moi j'ai cette vision-là,
Maintenant, si effectivement vous avez d'autres questions, d'autres approches, n'hésitez pas. Le temps d'échange est fait pour ça. Donc voilà, si vous avez des questions auxquelles vous pensez que je peux répondre, parce qu'il y a des questions... Il peut poser encore. Sachez que pour ceux qui ne sont pas spécialement de CONI, il y aurait plus de facilité pour aller voir Baptiste directement sur son domaine. Les autres peuvent commander aussi. Oui. Donc ça peut se faire. Voilà, les possibilités, il a des veines. J'ai un petit peu de bouteille dans la voiture. Alors pas des cladros du coup, mais... Il fait le Oui, merci. Comment? Oui, oui. Donc, bah, c'est vrai que c'est pas un exercice auquel je suis souvent confronté. C'est très très bien. Merci, merci. Ah, parfait. Merci, merci. Il y a un message commercial. Du coup, est-ce qu'il y a des questions? Oui, il y a des questions, mais vous pouvez le faire de manière plus libérée, en vous levant, et faire l'huile. Il faut pas hésiter qu'elle soit pertinente ou impertinente.